Vous êtes bien sur Dzaïr, ne touchez à rien. Nous sommes mercredi, il est 21h30. C'est l'heure de Dzaïr Rio, le sommaire. C'est maintenant. Dans Dzaïr Rio ce soir, un sujet spécial gardien de but. On tentera de répondre à une question encore sans réponse. Qui sera le gardien numéro 1 au mondial brésilien? Dzaïr Rio était à Athènes cette semaine à la rencontre de Mehdi Abid, le milieu de terrain algérien du Panathinaikos. Rahim Leboukh l'a rencontré au pied de l'acropole. Dzaïr Rio était aussi à Madrid cette semaine. Mohamed Meliani a vécu l'ambiance madrilène à l'heure d'El Clasico, Real-Barça. Des images exclusives de supporters venus d'Alger et du monde entier. L'interview rétro du mois met à l'honneur l'ancien héros de Guadalajara, Nasser Drid. L'ancien portier des Verts répond aux questions de Houarib Sol. L'invité de Dzaïr Rio ce soir est Nasser Senjar, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale. Ne quittez pas vos sièges, le décollage, c'est tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois pour un nouveau voyage vers Rio, vers le Brésil, la terre du football. Terre promise pour notre sélection, vous le savez, qui est qualifiée. Si jamais vous l'avez oublié, cette émission, elle servira au moins à ça, à vous rappeler que la sélection est en route vers ce mondial. Ce soir, vous l'avez vu dans le sommaire, beaucoup d'escales, notamment à Athènes, en Grèce, puis en Espagne, puisque le temps d'une soirée, Madrid était la capitale mondiale du foot avec ce classico, encore une fois époustouflant cette semaine pour ceux qui l'ont vu. En tout cas, vous pourrez le revoir ou revoir avec l'œil de Dzaïr Rio. On parlera bien évidemment, le thème de ce soir, c'est les gardiens de but, qui sera le numéro 1 au mondial. Il y a bien sûr une rude bataille entre deux gardiens, Sembolhi et Zemamouche, mais la liste est longue. Il y a également Doha et Mohamed Cédric, le gardien de Constantine. On va revoir tout cela dans un sujet signé Mohamed Aberkan. Et bien sûr, pour rester toujours dans la thématique de ce soir, celle des gardiens de but, eh bien, l'interview rétro ce soir, elle sera consacrée au héros de Guadalajara, le gardien qui avait tenu tête à la Seleção brésilienne, même s'il a encaissé un but. C'est, vous l'avez reconnu bien sûr, Nasser Drid, que vous avez vu dans le sommaire. Ce soir, avec moi pour faire ce voyage, eh bien, vous l'avez vu également dans le sommaire, c'est l'ancien sélectionneur national et également entraîneur de la jeunesse sportive de Kabylie. L'un ne va pas sans l'autre. Me direz-vous, Nasser Bouich, bonsoir. Nasser Bouich qui était là il y a 15 jours. Nasser Senjar, merci d'avoir accepté notre invitation d'être à Dzaïr Rio ce soir. Merci, merci. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'être à ta table, puisque j'ai la chance de te voir à travers... Non, faut pas dire ça. L'honneur, il est pour moi. Non, je vous laisserai pas dire ça. C'est réciproque, comme tu as une belle émission que je suis depuis Paris. Donc, c'est un honneur aujourd'hui d'être là et de parler avec toi et d'échanger. Merci, on va passer une heure et demie ensemble. En face de vous, c'est le nouveau consultant. Il a choisi sa thématique pour être avec nous et pour commencer ce voyage. C'est également l'ancien gardien de la sélection, de l'Entente, du Moulier d'Alger et du PSG pour les plus jeunes qui ne le savent pas, même si vous êtes encore très jeune. Mohamed Benhamou est avec nous ce soir. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Riyad, bonsoir à tous. Donc, je suis très content d'être là et puis j'espère qu'on fera un long chemin d'ici le Brésil. Vous revenez, hein, puisque vous avez déjà été avec nous lors de ce fameux match barrage face au Burkina Faso. Vous avez porté chance à la sélection et puis là, on va les suivre, puis suivre le parcours. J'ai continué sur tour de table à côté de vous et ça me fait plaisir de le revoir. Je ne l'ai pas vu depuis de longs mois. Il a même fait de la radio avant moi. C'est Farid Aït Saada, rédacteur en chef adjoint au journal Le Buteur qui est avec nous, enfin, j'allais dire, ce soir. Bonsoir Farid. Bonsoir Riyad, c'est un plaisir d'être avec vous et j'espère qu'on va bien disséquer l'actualité de la sélection et en route pour Rio, comme vous le dites. Je pensais que vous alliez dire, j'espère qu'on va aller au Brésil, mais je vous assure, on va y aller avec vous. Et en face de vous, Mehdi Dahak, dzfoot.com, qui nous accompagne à chaque fois ou presque à chaque fois. Merci Mehdi d'être là ce soir. Merci Riyad. Alors messieurs, avant de commencer à parler
des sujets qui nous intéressent ce soir. Khadija Khadaoui a fait un petit tour d'horizon dans ce carnet du mondial, tout ce qui tourne autour des sélections qualifiées et notamment les adversaires de l'Algérie. Et je crois, mon petit doigt me dit que Khadija commence avec la Belgique. C'est le carnet du mondial. On commencera cette tournée mondiale du côté de la Belgique, où le trophée de la Coupe du Monde FIFA visitait pour la première fois les terres belges, dans le cadre du FIFA World Cup Trophy by Coca-Cola. Le trophée le plus cher au monde a été officiellement présenté au stade Constant van den Stock d'Anderlecht, en présence du président de l'Union belge François Dekilsmaker et le sélectionneur adjoint des Diables Rouges Vital Borkelmans. La Coupe du Monde FIFA qui pèse 6 kg et vaut 7 millions d'euros a été aussi présentée à la presse et à des invités de marque à l'image du Diable Rouge Timmy Simon et d'autres internationaux espoirs comme Mats Hummels. Au Brésil, plus précisément à Sao Paulo, le stade qui doit accueillir l'ouverture de la Coupe du Monde 2014 sera livré le 15 avril à la FIFA. Cependant, le stade des Corinthians sera inachevé. Le toit, les aires commerciales et les loges ne seront pas terminés avant la date prévue. Les écrans géants ne seront par ailleurs pas encore installés. Tout ça à cause d'un retard dans le financement par la Banque de développement brésilienne. Le stade abritera le match d'ouverture entre le Brésil et la Croatie le 12 juin prochain. À 3 mois du mondial brésilien, une polémique est née sur la participation de la Russie en Coupe du Monde 2014. Deux sénateurs américains ont demandé à la FIFA d'interdire à la Russie de participer à la Coupe du Monde et de la remplacer par une autre nation. Ils souhaitent que la Russie soit sanctionnée pour sa politique menée en Crimée. Le dernier classico entre les deux rivaux avait un fort avant-goût du mondial, à moins de 3 mois du coup d'envoi de la compétition. Avec un Messi en grande forme, le mondial brésilien sera forcément un grand événement pour l'Argentine. Proche de ses bases, l'Albiceleste ne rêve que d'une chose, conquérir un 3e titre mondial. Après quelques semaines de ralenti, la Pulga est devenue le plus grand buteur de l'histoire du classico, après son dernier triplé face au Real Madrid. C'est évidemment une bonne nouvelle pour le club catalan, mais aussi pour l'Argentine, qui ne peut se passer d'un grand Messi. De son côté, la star portugaise Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or en janvier dernier, affole encore les statistiques, avec 41 buts inscrits en 37 matchs avec le Real Madrid, sans oublier son fameux triplé contre la Suède de Zlatan Ibrahimovic lors du barrage retour de la Coupe du Monde en novembre dernier. Cependant, l'icône portugaise n'a pas suffisamment brillé lors de ce dernier classico. Il a été obligé à céder encore une fois face à l'Argentin, avec un but inscrit sur penalty contre 3 pour l'Argentin. Ce carnet du mondial signé Khadija Khadaoui qui le termine, vous l'avez vu, avec l'autre grande actualité de Del Rio ce soir, le Classico. Khadija Khadaoui qui, allez, je vais trahir un secret, qui est Blaugrana. Elle est très réelle, elle a raté le Classico, elle a travaillé très tard à la rédaction, elle a raté son match et finalement, c'est le Real qui a perdu dans ce match somptueux. Messieurs, avant de rentrer dans le débat, est-ce que vous avez vu le Classico cette semaine ? Qui ne l'a pas vu? Qui ne l'a pas vu? C'est ça la question. Moi, je l'ai pas vu. Formidable match. À chaque fois, on se dit on va s'en lasser. C'est trop, on nous resserre toujours la même sauce. Mais finalement, c'est une confrontation somptueuse entre deux clubs, deux mondes, deux philosophies de jeu, deux philosophies tout court. Et ça donne des matchs phénoménaux. C'est du très haut niveau. C'est-à-dire que là, on a l'impression à chaque fois de regarder une finale de coupe où c'est vraiment deux grosses équipes. La finale de coupe, ils vont se retrouver à la Copa del Rey. Exactement, mais à chaque fois, on a toujours l'impression que ça va être lassant, mais à chaque fois, on a des scénarios extraordinaires. Là, on a toujours l'impression que, pareil, ça va être un match serré, un match fermé, et on assiste à un 4-3 avec 7 buts, avec un très haut niveau, avec un vrai choc de très haut niveau. Ils sont rentrés dans le jeu directement. Directement. Il n'y a pas de temps pas de d'attente. calcul, il n'y a rien qui est fait. Donc, Il n'y a eu jamais autant eu de classico entre le Real et le Barcelone que durant ces dernières années. Et ce qui a lieu de retenir, c'est que non seulement il y a eu beaucoup de buts, mais les scores. Oui, il y a eu une saison où ils s'étaient rencontrés pendant 5 fois en championnat, en Ligue des Champions. 2 fois en championnat, 2 fois en Ligue des Champions et en Copa del Rey. Exactement. Donc vraiment, c'est des confrontations. La preuve, Messi en est à 21 buts en classico. Et encore, les scores ont toujours été très souvent serrés. C'est rare où une équipe a pu l'emporter par 2 ou 3 buts d'écart. Je me souviens d'un 6-1 ou 5-1. Là, c'était la manière. Ça, c'était
En 94, le Barça avait gagné 5-0. Une année après, c'est le Real qui avait pris sa revanche 5-0 en 95. Donc ça, c'était à une autre époque où il y avait des scores un peu larges. Mais là, c'est serré, à l'image du championnat. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, dans la dramaturgie, c'est qu'on a une équipe du Real qui revient face à la domination du Barça pendant ces dernières années. Et là, on a vraiment un match, on sentait on pensait que le Real avait vraiment la possibilité de gagner. Et le scénario remet le Barça en course. Donc c'est vraiment quelque chose que les gens suivent. On va dire c'est de la fiction, c'est presque de la fiction. Alors pour terminer avec ce classico, je vois que M. Senjar dodeline du chef. Alors il vous a pas plu ce classico? Vous êtes resté sur votre faim? Non. Bon, après sur le plan technique ou sur le plan du jeu, on sait que les deux équipes ont les joueurs pour faire le spectacle. Surtout ce qui est important, c'est l'idéologie des deux équipes qui est quand même énorme. Hein. C'est vraiment deux confrontations dans tout le pays. Quand il y a ces fameux matchs-là, toute l'Espagne s'arrête. Il faut savoir que même le championnat d'Espagne, les équipes sont pro-Barcelone, pro-Real Madrid. Il y a une pression énorme sur le résultat lors de ces matchs-là. À la limite, qui gagnent ces derbys-là et qui perdent le championnat, c'est pas grave. Pour les supporters, c'est la chose idéale. Mais bon, surtout ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est important de souligner, c'est que le Barça, que tout le monde depuis 1 an ou 2 ans n'arrête pas de dire que le Barça est un club qui est en train tout doucement de s'effondrer, voilà. Et on voit réapparaître ce grand club, les très très grands joueurs et un duel comme a fait Messi avec Ronaldo, les sous-entendus du match, c'est qu'on voit que Messi est le numéro 1 du football. Il le remonte encore aujourd'hui. Et on voit arriver le Barça qui risque de coiffer le Real. Je l'espère pas, parce que je suis plus pour Barça. Mais je pense que le Real, sur cette saison, mérite franchement de prendre le titre. J'aime les gens qui se dévoilent comme ça. Voilà. Oui, mais moi, c'est la philosophie du jeu qui m'intéresse du Barcelone. Alors, si ma mémoire ne me trahit pas, le dernier score lourd entre le Barça et le Real remonte à la première saison de Mourinho avec le Real. À son arrivée en 2010, je crois 4-0, 5-0. 5-0. Voilà, une Manita à Madrid. Manita, voilà. C'était le score le plus lourd de ces dernières années. Sinon, tous les scores étaient serrés. Alors, on va rester sur ce classico. Juste une question à Mohamed Benhamou. Les joueurs étaient somptueux, même si du côté du Barça, on l'a emporté en faisant une différence sur penalty. Vous avez trouvé comment les deux gardiens? Même si moi, mon préféré du côté du Real, c'est Casillas qui ne joue plus, mais c'est un gardien énorme. Pour moi, Casillas, ça reste quand même le numéro 1. Mais après, sur les prestations de Diego Lopez, c'est vrai que sur ces 2 dernières années, c'est vrai qu'il est à la hauteur. Malgré la pression, on a beau lui parler de Casillas, à chaque fois, ses prestations, elles sont toujours de très haut niveau et il reste régulier. Et ses prestations font qu'actuellement, c'est le numéro 1. Même si ça s'enlève en rien les qualités de Casillas, qui reste pour moi l'un des meilleurs, voire le meilleur gardien au monde. Mais c'est vrai que sur les prestations, c'est vrai qu'on en a parlé, c'est un match à grosse pression. Il devait y avoir à peu près 500 millions de téléspectateurs, je crois, sur ce match-là. Et malgré tout, c'est un poste à risque, c'est un poste à très gros stress. Et c'est ces 2 gardiens qui restent à la hauteur, qui sont décisifs. Pourtant, malgré tout, il y en a un qui en encaisse 3, un autre qui en encaisse 4. Mais je pense qu'ils ont fait leur match. On assiste à un grand match. Et que ce soit les 22 joueurs, je pense qu'on a assisté à vraiment des... Gardez-en sous le coude. Mohamed Benhamou et vous aussi, parce que je sais que si je vous laisse parler, vous n'allez pas vous taire. Non, juste une petite remarque. Il a dit qu'il a une préférence pour Casillas. Je le comprends parce que Casillas a prouvé à maintes reprises qu'être petit, ça peut aussi être... Je savais que vous alliez la placer celle-là. Voilà, pour effacer un préjugé ici en Algérie. D'où ma première question avant qu'on lance justement... Tu touches un domaine très important. Dire que les petits gardiens sont des grands gardiens, c'est difficile de dire ça. Non, ils peuvent être de grands gardiens. Voilà. Je ne sais pas si on peut discuter, mais on va en discuter. On va en discuter justement. C'est le thème central, messieurs. Je sens que je vais avoir du mal ce soir à vous faire taire, je le sens. C'est le thème central, je le disais, on va parler des caractéristiques du gardien, des qualités du gardien, et pas seulement technique ou physique, parce que c'est une psychologie à part. Le gardien de but, c'est un poste à part. Alors, qui sera le numéro 1? C'est le titre du sujet signé ce soir. Mohamed Abelkan, on regarde et on revient. Plus que quelques jours et la liste des 23 joueurs sera dévoilée par le sélectionneur Vahid Halilovic. 19 jours de champ et 3 gardiens des 4 retenus jusque-là.
Sur le principe, le gardien du CSKA Sofia avait des raisons de prétendre à une place de titulaire si sa mise à l'écart face au Burkina Faso a été justifiée par son manque de temps de jeu. Il s'est remis à jouer plus ou moins régulièrement depuis le début de l'année. L'indécision qui plane sur ce poste stratégique donne lieu à deux lectures. Ou bien Vahid Halilovic voulait revoir à l'œuvre encore une fois le gardien de l'USM Alger au cours d'un match complet afin de se faire une idée sur ce qu'il peut apporter à la sélection avant de faire définitivement son choix. Ou bien il a sanctionné à sa manière le mécontentement d'un Bolchi qui a très peu apprécié sa mise sur le banc de touche face au Burkina Faso, une manière comme une autre d'affirmer à tout son groupe qu'il était prêt à faire la chasse aux sorcières. Lors de sa dernière sortie face au Burkina Faso à Ouagadougou, le ballon a franchi à 3 reprises la ligne de sa cage, tout comme sa première sélection face à l'Irlande le 28 mai 2010. Pas un secret, situation où aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien et le coach me refait confiance, donc voilà, aujourd'hui je suis compétitif. Statistiquement parlant, Zemamouche a des chiffres à faire valoir. 0 but en 2 matchs, une saison pleine. En club avec, comme pancarte, la meilleure défense du championnat. 2 arguments de taille qui le placent dans le bon couloir. Exclu du mondial 2010 par l'ancien sélectionneur Rabah Sadan, Zemamouche va découvrir la pression des rencontres internationales par la porte de ce fameux match face au Burkina Faso le 19 novembre dernier. Il faut dire que Zema s'est grosso modo contenté du strict minimum dans ce match et depuis, l'enfant de Mila nourrit l'ambition d'aller garder les bois de la sélection au pays du foot et des footballeurs. اللي بالك 2 ans ولا 3 ans consécutifs انا في ليكيب ناسيونال ما تنساش باللي بارمي لي زونسيان وين كنت في 2006 مع ليكيب ناسيونال مع لي زونسيان تاني انا صرات لي في 2010 لا بريباراسيون كوب دو موند كنا 4 غارديان ولازم يخيروا 3 غارديان وين كنت انا ما شاركتش في المونديال دوك لي 4 غارديان راهم عندهم ان بيت واحد دوك ما كاش لي سيدي ليك ولا دوخه اللي راهو نيميرو 1 ولا 4 ولا نبولحي 3 لي 4 غارديان يقدروا يروحوا يروحوا المونديال انا ندير الماكسيموم تاعي ندير افيك لو سيريو افيك لو ترافاي مع الفريق تاعي وفي بريباراسيون تاع الفريق الوطني دوك الناس اللي يقول لك زيانج عنده الحظوظ باش يروح للمونديال انا نقول لا من الحظوظ لي 4 غارديان راهي كيف سيرتو انا وين ما كنتش نلعب بوركينا فاسو الماتش اميكال وين لعبت انايا سما مع المدرب الوطني هاليلوفيتش ما عندوش ان غارديان تيتولار ولا ان جوار تيتولار دوك لي 28 ولا لي 30 جوار اللي راه يعيط لهم عندهم حظوظ باش يروحوا للمونديال دوك الانسان يدير لو سيريو تاعو في الكلوب تاعو ويكمل في العمل باش ماشي يروح للمونديال باش يكون نيميرو 1 ان شاء الله في المونديال. La concurrence bat aussi son plein entre Cédric Si Mohamed et Azdine Douha, les deux gardiens qui complètent le quatuor. Comme c'est une simple chimère qu'Halilovic ne retienne 4 gardiens pour le mondial, il va falloir qu'il choisisse entre Douha et Cédric. Les deux ont joué quelques bribes de match sans pour autant donner l'air d'être de potentiels prétendants au poste de numéro 1. Pilier à l'USM Harrach, Douha, connu pour son calme et ses excellentes interventions, a foulé la pelouse à 3 reprises en match amical. Il a cependant jamais été aligné en tant que titulaire dans un match officiel. En 4 matchs sous les couleurs de l'Algérie, Douha n'a encaissé qu'un seul but au mois de novembre 2012 contre la Bosnie-Herzégovine. نظن أن التنافس في المنتخب الوطني على مستوى حراسة المرمى دائما نقولها ونعاودها أنه التنافس صالح المنتخب الوطني. لما يكون عندك 4 حراس مرمى يعني عندهم تقريبا نفس الامكانيات عندهم حظوظ كل 4 الحراس عندهم حظوظ باش يكونوا في المونديال. نظن انه 3 حراس اللي راح يختارهم من الناخب الوطني هما اللي راح يمثلوا الجزائر في المونديال. كل حارس يتمنى باش يكون ضمن التشكيله 23 لاعب راح تروح المونديال وكل حارس يتمنى باش يكون اساسي في المونديال. نظن انا متفائل وان شاء الله مازلنا المقابلات في البطوله لانه لما المستوى تاع الحارس يتحدد في البطوله اللي نلعبوا فيها مازال حوالي 7 ولا 8 مقابلات ان شاء الله كل حارس يؤدي المقابلات في المستوى في القمه مع ناديه حتى يضمن تاشيره للبرازيل. Face à Douha, Si Mohamed Cédric part en outsider, imperturbable à son tour au CS Constantine. L'enfant de Rouen a été utilisé qu'une seule fois par Vahid en match amical au mois de mai 2012 face au Nigeria. Ça serait l'aboutissement d'un travail depuis un long moment. Après, ce que je vais faire, je vais continuer à travailler, essayer d'être encore performant. Et puis voilà, après la réponse reviendra au sélectionneur.
Et qui mieux qu'un ancien grand gardien qui a fait ses preuves des années durant pour nous éclaircir les idées sur nos 4 gardiens. Une chose est sûre, c'est que les gardiens sont conscients, une place au mondial se jouera au mental, à la préparation et à la concurrence loyale. Nous avons des gardiens de but qui ont à l'état brut. D'accord. L'état brut. Je prends l'exemple de Cédric qui était à Bjeya. Il y a quelques années, il faisait les beaux jours à la GSMB. Oui. وعلاش النيفو تاعو هبط. Malgré qu'il est au CSC maintenant. Oui. وعلاش دوخا il faisait les beaux jours تاع الحراش il y a quelques années aussi. Actuellement, le niveau تاعو هبط. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Jusqu'à présent, on n'est pas sûr que Mboulhi ou Doucha ou Zemamouche, le titulaire, on n'a pas un gardien un patron. Un gardien de but titulaire. Indiscutable. Indiscutable. On n'a pas. Mboulhi, je le sens mieux que Zemamouche, avec son charisme. Il a un certain charisme quand il est dans les buts. Zemamouche, il faut passer, c'est tout à fait normal, quand on fait rentrer Zemamouche, fait un match pareil. Capital. Je ne plains pas Zemamouche. Au contraire, je lui tire chapeau. Malgré qu'il n'a pas reçu beaucoup de balles, je lui tire chapeau d'avoir accepté de jouer ce match. Et comme s'il fallait rajouter de l'huile sur le feu, et quand pour accentuer la pression sur ces 2 gardiens, le sélectionneur a décidé d'en rajouter une couche en convoquant pour le stage des locaux un petit nouveau, le jeune Salhi de l'AS Souchle, qu'on annonce très prometteur. La concurrence s'annonce plus qu'acharnée, un jeune gardien que tout le monde lui prédit un avenir meilleur. En attendant le mois de mai, date à laquelle Alilovic dévoilera sa liste définitive. Ça risque de cogiter sérieusement dans sa tête. L'attente, elle risque d'être longue pour les 4 gardiens. Le rêve est donc permis. Voilà, le rêve est donc permis pour tous ces gardiens qui espèrent ne pas passer à la trappe. Quand Vaïd va annoncer sa liste des 23. Alors, comment, dans ces gardiens qu'on a vus ce soir, même si Salhi il a été appelé pour ce stage de gardien, peut-être pour compléter le trio, parce qu'il voulait un quatuor, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il faut comme qualité, en tout cas, pour que Vaïd prenne sa décision, d'abord pour le trio, et ensuite pour choisir le titulaire dans les cages au mondial? Je pense qu'avant tout, c'est vrai que je pense que les 4 gardiens ont des qualités techniques, ont des qualités physiques. Mais ce qui va primer, c'est surtout supporter cette énorme pression qu'il va y avoir au niveau de la Coupe du Monde. Et c'est vrai que là, sur les 4 gardiens, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Je pense qu'il va y en avoir 3 sur les 4 qui vont participer à cette Coupe du Monde. Mais c'est clair qu'il faudra un gardien qui supporte cette pression, qui ait de l'expérience. Et on a la chance cette année, quand même, on est à 2-3 mois de la Coupe du Monde, on a la chance d'avoir 4 gardiens performants dans leur club, réguliers, stables, et qu'on toujours... Mboulhi qui retrouve de la compétition. Exactement, c'est vrai. Je parlais en l'occurrence de Mboulhi, où l'année dernière, c'est vrai qu'il avait un souci, il n'avait pas de club. Il jouait quand même en sélection. Et c'est vrai que là, cette année, le fait que Zemamouche soit là, Raïs retrouve surtout Vaïd a été critiqué pour ça. Lui qui disait les meilleurs joueront en sélection, c'est ceux qui ont du temps de jeu qui joueront. Et il mettait toujours Mboulhi. Et il a changé d'avis au moment fatidique, c'est-à-dire le match sur un match hyper important, le match de la qualification. C'est vrai que de titulariser Zemamouche, c'est vrai que ça en a choqué plus d'un. Moi, vous avez pensé quoi quand vous avez vu la liste du 11 de départ? Ça m'a... Pourtant, je connais très bien Zema. C'est vrai que j'étais surpris. C'est vrai que j'étais au stade sur ce match. C'est vrai que sur un match hyper important, le match de la qualification, je ne m'attendais vraiment pas à voir Zemamouche. C'est vrai qu'on en a entendu parler la veille, mais ça m'a un peu surpris. Ce n'est pas par rapport à ses qualités, mais Il y a eu des précédents, je crois, Cannes 2004 en Tunisie, Mezaïr titulaire et Gawawi qui entame la compète avec le Cameroun. Au Cameroun, exactement. J'y étais, donc j'étais le 2e gardien, donc on était en Tunisie. C'est vrai qu'on l'a su peut-être la veille que le lendemain, Lounès allait jouer le premier match face au Cameroun. Mais je pense que là, c'était sur un autre problème. Mais sur ce match-là, c'est vrai que ça m'a surpris. Ça a lancé sa carrière d'ailleurs, cette CAN à Lounès. C'est vrai, il a fait une énorme prestation et je suis très content pour lui parce que c'est quelqu'un de très bien, c'est un ami.
Mais c'est vrai que sur le match du Burkina, c'est vrai que ça en a surpris plus d'un, en l'occurrence moi, pas par rapport aux qualités de Zema, mais par rapport à la pression qu'il pouvait y avoir sur ce match. En fait, c'est une énorme responsabilité qui était subitement sur ses épaules. Une énorme, c'est vrai qu'on a... Nasser. Il y a beaucoup de choses à dire sur le gardien de but, hein, si ce n'est qu'on va refaire un peu l'historique rapidement pour qu'on remette les choses en place. Il faut savoir que le gardien de but, c'est le numéro 1. Tu as vu, le numéro 1, c'est le numéro 1. Ça sous-entend derrière que le choix de l'entraîneur est le plus important. Dans n'importe quelle sélection, n'importe quelle équipe, le choix du gardien de but, c'est quelque chose d'énorme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le poste qui a le plus progressé depuis 10 ans. Aujourd'hui, on est capable de former des gardiens de but de très très haut niveau, avec un travail spécifique de très très haut niveau, ce que l'Algérie ne fait pas jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un garçon comme Chaouchi, qui a des qualités énormes, mais qui n'a pas été formé, se retrouve avec des problèmes, et on l'a vu lors du match de la Slovénie, des fautes techniques qui, de B à bas pour un gardien qui est formé normalement. Il faut savoir aussi, la deuxième chose, c'est que les gardiens ont tellement progressé qu'on a été obligé de modifier les trajectoires du ballon pour marquer des buts. Si les ballons n'étaient pas modifiés, je peux te dire que tu aurais la moitié des buts qui ne seraient pas marqués. Pourquoi? Parce qu'on a bien compris le travail spécifique d'un gardien de but et on sait le mettre en place. En Europe, on sait très très bien, surtout dans les pays de l'Est, on a un travail extraordinaire. La deuxième chose qui est incontournable aujourd'hui, c'est que dans le football mondial, si tu ne mesures pas 1m95, tu ne joues pas. Tu sois chèque, tu fais le tour de l'Europe, tu vois que tous les gardiens ont des tailles gigantesques. Pourquoi? Pour deux choses. C'est que la moitié des buts, ou pratiquement les 3/4 des buts, de la tête, sont marqués de la tête sur coup de pied arrêté. Et si tu as un gardien qui est en dessous d'1m70, 75 ou 80, qui a des qualités de vivacité, d'explosivité, sur des duels arrivés de joueurs qui arrivent à 1m95, 2 mètres, tu as des défenses centrales aujourd'hui qui arrivent à 2 mètres, des garçons à plus de 100 kg de muscles, et qui arrivent en pleine course avec des tireurs d'élite, parce qu'aujourd'hui on a des tireurs d'élite avec les frappes, tu ne peux pas mettre un petit gardien, tu sautes en l'air obligé. Alors quand tu es au niveau de la Coupe du Monde, c'est le premier des critères que tu as. C'est les coups de pied arrêtés, c'est les sorties aériennes, c'est ce qui va rassurer. Ce qu'il faut savoir aussi derrière le gardien de but, et Ahmed va pas me contredire, c'est la relation entre le joueur et la défense centrale. Il faut une confiance totale. Mais il faut que le gardien ait une emprise sur la défense, et la défense sache qu'à un moment, le gardien, il est là, il est avec nous, il est sur nous. C'est-à-dire qu'à un moment, il va nous sortir ce qu'on a besoin. Si aujourd'hui, tu n'apportes pas cette relation, et tu reparleras peut-être pour le bloc défensif, si tu n'as pas cette relation entre défenseur et ligne défensive, tu as des grands problèmes. Là, aujourd'hui, on a créé encore le doute sur un gardien de but qui était Mbouhli, en mettant Zema Mouche là, tu crées le doute chez Mbouhli, tu risques de le remettre dedans. Donc il n'y a pas de crédibilité. Normalement, ces garçons-là ont besoin d'une très très grande confiance. C'est pour ça qu'on a mis un spécifique gardien, et il y a des spécialistes gardiens de but qui s'occupent que de lui, que l'entraîneur ne s'occupe pas du tout. C'est ce travail-là qu'on met en place à des niveaux. Là, aujourd'hui, on a créé le doute en ouvrant la porte, là, même par ton sujet, en ouvrant la porte, disant que lui va jouer, lui va jouer, lui va jouer. Non. Mais le doute, on ne l'a pas créé, il existe. Bah oui, parce qu'on le met. On a mis les éléments pour créer ce doute-là. C'est important aussi la concurrence. Non, pas du tout. Pour un joueur, on a entendu ce poste de gardien de but, ce poste de gardien de but, il n'y en a pas. Normalement, il y a une définition rapidement. 1, 2, 3. Comme ça, les gens savent où ils sont. Un gardien qui ne joue pas, est-ce qu'on peut le faire jouer quand même? Un joueur qui ne joue pas en club, est-ce qu'on peut le faire jouer? Parce que là, quand il n'a pas joué, qu'on descend, mais il n'a pas joué. Là, on ne parle pas de la même chose. Là, après, c'est le choix de l'entraîneur. C'est le choix de sa stratégie qu'il met en place. Bien sûr qu'un gardien de but qui ne joue pas perd des repères. S'il ne joue pas en plus avec l'équipe réserve, c'est sûr qu'il va perdre. Il va avoir beaucoup moins d'explosivité. Il va avoir du retard, c'est clair. Mais s'il a une relation extraordinaire avec ses défenseurs, avec son groupe, avec ses joueurs, tu vas le retirer. Tu vas remettre un gardien qui ne connaît pas. Et tu vas te retrouver dans des grands problèmes. Il a pris un grand risque pour ce match-là. À un moment, pour moi, je dis... Il a pris un énorme risque. Jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'on m'explique la composition d'équipe. J'ai rien compris. Je pense qu'il y a eu un risque qui a été phénoménal, là. Je pense qu'on peut passer à travers. Personne n'oublie que dans les dernières minutes, le ballon tape le poteau. Tape le poteau et on fait comme si on n'a rien vu. Mais je pense que ça n'a pas été un cadeau pour Zema Mouche de balancer dans un match comme ça. Ça a été très difficile pour lui. Et il me l'a dit à la fin du match. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de le voir après le match. On a discuté. Il a dit, Mohamed, tu sais, c'est quoi l'importance de ce match? C'était pas facile, j'ai pas été sollicité, mais tu sais que c'est dur. Psychologiquement, c'était très très dur. Sa carrière aurait été finie. Tout à fait. En gros, c'est ça. Bien sûr, parce que les gens retiennent que les grands matchs, les matchs importants. Les grandes équipes africaines, européennes, tu peux les amener comme tu veux. Si tu n'as pas un gardien de but numéro 1, si Chaouchi ne nous fait pas le grand match en Égypte, on passe pas. Exactement. D'accord? On en prend 3, on passe à travers. Chaouchi fait un grand match, on a une défense qui fait un grand match, et l'Algérie passe. Et on sait qu'on a sorti, qu'à chaque fois qu'en Afrique on a eu une grande équipe, c'est qu'on a eu une grande défense avec un grand gardien. Nasreddine Madrid, dans le sujet, dit il a fait son choix, on le sent. Mbouhli a du charisme, même s'il ne joue pas.
Et pour moi, dans une équipe, il faut un gardien numéro 1, qu'il joue ou qu'il ne joue pas. Ça me rappelle un petit peu le choix de l'équipe de France avant d'aller en Coupe du Monde entre Barthez et l'ancien gardien de l'Olympique Lyonnais, Coupé. Et on a choisi, alors que Coupé avait tout gagné. Parce que Barthez était le patron, tout simplement. Parce qu'il y a deux niveaux de lecture. La relation avec Laurent Blanc, avec tous les joueurs de la défense. De la défense et du groupe. Barthez a eu cette légitimité-là. Ce qu'il n'a pas eu aussi Bernard Lama. Bon, on pourra en développer là. Je ne veux pas comparer l'Algérie avec la France, parce qu'on va être dans des logiques. Si ce n'est que je voulais... Non, mais c'est juste la psychologie d'une équipe de foot. C'est ça. Mais c'est autre chose. Mais ce que je voulais revenir surtout, c'est la vitesse des ballons. Ça veut dire que quand tu as un gardien de but qui joue au championnat d'Algérie, moi, il faut qu'on me définisse à combien vont les ballons, les frappes des joueurs algériens dans le championnat d'Algérie. Par rapport à un garçon qui joue au championnat de Bulgarie avec des professionnels ou un garçon qui joue en Espagne ou en France. On n'a pas les mêmes joueurs, on n'a pas les mêmes terrains, on n'a pas les mêmes entraînements, on n'est pas du tout dans les mêmes lectures. Donc quand un garçon vient du championnat d'Algérie et que tu l'amènes à Rio... Oui, mais Rio, c'est le très haut niveau. Hein, là, tu penses que le garçon qui joue au championnat d'Algérie va pouvoir ses qualités transférer de là à là? Non, ça, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que sur la qualité de formation du joueur. C'est vrai que Boulhay a été formé en France, dans des écoles... On va dire il y a une vraie école de gardien de but. Par contre, par rapport au niveau, c'est pas un joueur qui a joué dans des grands championnats. Il a joué en Bulgarie, il a joué un peu en Russie. Voilà, en Russie, pas forcément dans des super. Il n'a pas beaucoup joué non plus. Je pense que par contre, il a pris en équipe nationale. C'est vrai qu'il a pris sa place. Il a l'expérience, il connaît l'équipe. Il était titulaire pendant la Coupe du Monde 2010. On parlait de la relation avec la défense. L'avantage qu'il a, il ne faut pas oublier, c'est qu'il a déjà fait une Coupe du Monde. Exactement, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on va à Rio. Est-ce qu'on y va pour faire pour participer, on y va pour aller pour un passer objectif. Au deuxième tour, allez-y. Là, on a des joueurs d'expérience. Raïs a déjà fait une Coupe du Monde et il a la confiance de beaucoup de joueurs. Je pense que le seul doute, c'était le fait que Boulhay ne jouait pas. C'est la seule chose qui a fait douter Vaïd à un moment. C'est ça. Pour faire monter. Parce qu'il n'a joué que 9 matchs cette saison. Là, depuis janvier. Non, mais c'est qu'un critère, ça. C'est pas ça fait partie. Non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la relation du joueur dans l'affect avec les défenseurs, avec le groupe. Si le groupe le veut, ils vont le prendre. Si le groupe ne veut pas de ce gardien de but, ils ne le prendront pas. Même s'il est bon. Farid Saada. Bon, on a toujours dit, et Alilogic l'a répété, que le poste de gardien de but est spécifique. Parce que c'est de lui que dépend toute la défense. Il y a des automatismes. Boulhay est avec la sélection depuis 2010. Depuis le match contre l'Angleterre, c'est pratiquement le titulaire à chaque match, sauf lors de quelques matchs amicaux et lors du dernier match contre le Burkina Faso, où c'est Zimamouche qui a été gardien pour la première fois en match amical. Mais déjà, je suis contre le fait qu'un gardien, il faut qu'il y ait un gardien d'expérience. Parce que si on réfléchissait comme ça, Chaouchi n'aurait pas été titularisé contre l'Égypte avec le grand match qu'il a sorti. Chaouchi l'a joué parce que le Garoui était suspendu. Sinon, il n'aurait jamais joué. Oui, mais il l'a prouvé. C'est-à-dire, Zemamouche, il a eu... Un match. Oui, un match, oui. Il a prouvé. Non, il a fait un grand match. Ok, sur ce match-là, il était Mboli a fait ses preuves lors de son premier match contre l'Angleterre. C'était contre l'Angleterre, son premier match. Oui, un match. Non, quand on est bon, on est bon. C'est-à-dire, c'est pas... Mais moi, je suis pour le fait qu'un gardien qui a des automatismes avec les défenseurs soit reconduit, parce que c'est un poste spécifique. Alilogic a suivi cette logique. Il a changé lors du match retour contre le Burkina Faso pour 2 raisons. Première raison, c'est la première fois au match aller à Ouagadougou que Mboli a encaissé 3 buts. Jamais il n'avait encaissé autant de buts en un seul match. Deuxième raison, au moins un des buts qu'il a encaissés ont été sur une erreur flagrante. Là, il a compris qu'il était en baisse de régime, il fallait un changement. Mais ça ne veut pas dire que ce changement va durer. À mon avis, Mboli va revenir, non pas parce qu'il est intrinsèquement meilleur que Zemamouche, même Zemamouche a de grandes qualités, il l'a prouvé, mais juste pour une question de cohésion avec la défense. Pour moi, le meilleur gardien dans l'absolu en termes de valeur intrinsèque, c'est Chaouchi. Mais Chaouchi, il faut qu'il y ait un peu qui se... Mais quand tu dis c'est spécifique, le poste il est spécifique. Je t'expliquais, j'essaie de t'expliquer, en gros, un entraîneur, quand il fonctionne, tous comme on est, on a un entraîneur de gardien de but, c'est lui qui tient les cordes, c'est pas Vaïd. C'est l'entraîneur des gardiens de but qui Est-ce que c'est l'entraîneur des gardiens de but qui dit à Vaïd, c'est celui-là le bien sûr, mais comment bien sûr que le choix du match, il n'est pas fait la veille. Bien sûr. Il est fait la semaine avant, peut-être pendant tout le stage. Donc il y a une discussion qui est faite. Et le mieux placé, c'est l'entraîneur des gardiens. Oui, c'est pour ça que c'est lui qui a pris la décision pour Barthez. Il y a une autre école. Alors, durant la même Coupe du Monde en 2006, Domenech a choisi l'expérience et les affinités, comme tu dis, Nasser, en choisissant Barthez. Et l'autre école, c'est Klinsmann,
Il a enlevé Oliver Kahn pour mettre Lehmann. Il dit Lehmann a été régulier durant toute la saison. Il a fait des qualifications, il a été bon. C'est lui qui fait la Coupe du Monde. Il y a eu même un grand débat en Allemagne. Il a dit non, moi, celui qui est le plus en forme, c'est lui qui sera le gardien. Donc il y a deux écoles, deux visions. Chacune a ses inconvénients et ses... Non, madame, je sais pas, on peut parler à des niveaux. Là, si on parle comme ça globalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans un staff. C'est pas l'entraîneur qui juge et qui évalue. Aujourd'hui, je vais t'expliquer, comme tu disais, un terme exact, c'est spécifique. Et dans le mot spécifique, il y a des spécialistes. Entraîneur gardien, tu ne l'es pas, je ne le suis pas, il ne l'est pas. Il a un travail. Si, lui, il l'est. S'il l'est, il va le devenir. Il va le devenir, j'espère. Il va le devenir. Il va apposer son discours, l'entraîneur des gardiens. Il va dire, voilà, on en a 3, c'est lui. Parce qu'il n'y a pas que le stage, il y a ce que l'entraîneur gardien de but suit durant des mois et des mois. Il suit sa cour. Non, mais s'il va des sous-entendus, il va dire, Mbrahi, il n'est pas bien. Est-ce que tu crois que c'est l'entraîneur des gardiens de but qui donne son avis sur le gardien? En Algérie, en sélection algérienne, il n'a pas le choix, mais il donne son avis. Bien sûr que si. C'est Vaïd qui décide de tout. C'est Vaïd qui décide de tout. On le sait tous. Mais non, on ne dit pas ça. Tu te trompes. C'est Vaïd qui décide. Tu n'es pas dans les dessous d'une équipe. Je peux te dire qu'en Algérie, on n'a pas cette culture encore de gardien de but. Dans les staffs, crois-moi. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'un gardien, c'est comme un milieu de terrain ou comme un attaquant. Bah là, il n'est pas bon, il joue pas, il saute. Et ensuite, donc peut-être qu'on a raté beaucoup de gardiens comme ça. Et le travail psychologique, il est fait en amont par rapport aux entraîneurs des gardiens, par rapport au discours qu'il a directement avec le sélectionneur ou le club, enfin l'entraîneur numéro 1 du club. Et c'est un travail qui est fait en amont. C'est-à-dire que le choix qui a été fait contre le Burkina Faso, je ne pense pas que ça a été fait la veille et du jour au lendemain, tiens, je vais mettre Zemamouche et je vais mettre de côté Mbolhi. Je pense qu'il y a eu un discours, il y a eu un dialogue, peut-être par téléphone, à distance, je ne sais pas. Mais ça a été fait en amont. C'est une obligation. Je voulais terminer avec Farid. Il faut bien que tu comprennes que l'entraîneur en chef, quand il y a un staff aujourd'hui, ils sont combien dans le staff de l'équipe nationale? Combien ils sont? Presque une trentaine. Tu ne penses pas qu'il y a des réunions où les choses sont dites, où l'entraîneur se mouille? Tu ne crois pas que l'entraîneur de gardien de but va se mouiller en disant il n'est pas bon, on ne peut pas le prendre? Non, mais il est obligé. Mais dans l'absolu, c'est Vaïd qui décide. Non, mais bien sûr. Mais s'il va à l'encontre de son entraîneur gardien qui dit lui il est bon, lui pas bon, et l'entraîneur va à l'encontre de son entraîneur de gardien de but, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Tu as tout compris, voilà. Donc s'il vient que les arguments nécessaires, il va dire moi je sers à quoi, les arguments vont être sur la table et après on va peser. Bien sûr que on va revenir au débat, messieurs. On va rester dans ce poste de gardien de but. C'est plus important pour moi. Avec l'interview rétro de ce mois de mars avec l'ancien gardien de la sélection. Voilà un gardien qui n'a pas entamé son mondial face à l'Irlande et il va le dire dans le sujet parce qu'il était trop petit de taille. Nasreddine Drid, il n'a pas joué l'Irlande parce qu'ils sont grand gabarit, et il se retrouve second match face au Brésil. Interview rétro, signé Hawari Bessoul ce soir, Nasreddine Drid. Vous avez été le numéro 2 avec Mehdi Serbah, qui était le grand Mehdi Serbah. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses avec lui. Oui. C'est pas facile de rentrer dans un groupe où il y a des mondialistes, il y a de l'expérience et de prendre, on va dire, la place, essayer de prendre la place de Mehdi Serbah. Comment vous avez vécu ces moments-là? Avant de vous parler de ce sujet, je reviens un petit peu en arrière. Quand j'étais jeune, très jeune, j'étais à Tébessa, ma ville natale. كان واحد الانسان الله يذكر على خير ولا هو حي ولا يرحمه له ميت جو سي با كنا نلعبوا في الكارتي واحد النهار يقول لي هكذا قال لي شوف نصر الدين tu finiras par être le numéro de l'équipe nationale numéro 1 هذاك النهار انا ديك شغل جدي غرافي في لا ميموار تاعي c'est avec le travail. Comme vous l'avez dit, c'est bien dit, Mehdi Serbah, mondialiste, il a fait la Coupe du Monde 82, der grand match contre l'Allemagne. باش تجي تزعزع مهدي, il vous faut beaucoup de temps, beaucoup de courage et de l'obligation et tout. Ce n'est qu'à travers le travail et surtout la patience. J'ai patienté. Et aussi, dites من عنده بزاف ما شاء الله. Je tiens le remercier, je tiens le saluer à travers votre émission. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. D'accord.
Drid Nasser, on va passer au match contre l'Espagne, où vous avez aussi été titulaire. Mais là, vous étiez la cible des Espagnols, vu votre grand match contre le Brésil. Et les Espagnols, d'entrée, ils ont dit, lui, il ne faut pas qu'il termine le match. Goicoechea, qu'on connaît très bien, il a déjà cassé Maradona, c'est un spécialiste. Est-ce que vous, avant ce match, vous avez eu un pressentiment, vous avez eu peur ou comment ça s'est passé? Non, pas du tout. Je n'avais pas peur. Vu la prestation précédente contre le Brésil, au contraire. Quand on est revenu en Algérie, دخلت الوهران كانوا الناس يحكوا لي باسكو زمان كنا نكابتيو لي شين اسبانيول كانوا يحكوا لي بوندون 5 جور في لا تيليفزيون اسبانيول واش دايرين لو بوس نطورو اي لا تيت تاعي ودايرين كوم تيتر لوم ا باتر بوندون 5 جور كوم بوبليسيتي دونك هما داروا حسابات كيما قلت اللي كان لو بوين فور سيتي لو غارديان بوت et le deuxième c'était Belloumi. Belloumi Thani, il a reçu pas mal de coups durant ce match pour le faire sortir. Pour mon cas, Goicoechea il a réussi. Donc il m'a signé un coup sous l'aisselle. Après 12 minutes, j'ai encaissé un but, puis j'ai été évacué sur l'hôpital. J'ai laissé mes partenaires. On a perdu avec le match 3-0. Durant l'action, quand vous êtes monté pour récupérer le ballon, il y avait Goicoechea, vous l'avez vu venir? Non, je ne l'ai pas vu venir. Pas du tout. Moi, j'étais concentré sur la balle. Voilà. Il y avait un corner. Donc, là, je sautais pour prendre le ballon. On voit directement, il m'a signé un coude sous l'aisselle. Là, non, sur place, non. Je ne savais pas. Mais avec le temps, ça se passait 3-4 minutes. Hein. J'ai commencé à avoir le bras qui fourmillait et je perdais la sensation. C'est à partir de là que j'ai demandé le médecin, donc ils ont demandé l'évacuation. Et après, bon, Goicoechea, comme fair play, il est venu, vous a invité, je crois, en Espagne. Oui, justement. Vous êtes devenus de bons amis. De bons amis. Et qu'est-ce qu'il vous a raconté Il s'est excusé, je ne l'ai pas fait exprès. Moi, quand je monte, toujours je monte avec le coude ou hadak, mais allez. Le fait qu'il a demandé des excuses, pour moi, j'ai effacé le tableau, ça arrive. Ah, très bien. Un dernier mot, qu'est-ce que vous souhaitez, Nasser Drid, pour l'équipe nationale pour ce mondial 2014? C'est le souhait de tout Algérien. C'est de passer le deuxième tour. Maintenant, le peuple, là, je dirais le sportif algérien exige de cette équipe la qualification pour le deuxième tour. Et voilà, vous l'avez entendu, Nasser Drid, Chab Yorid, deuxième tour. Hein. Je résume en gros en arabe. Restez avec nous, le débat sur les gardiens continue. On revient juste après la pub. سواء كنت بطل صنفك أو متراهنا جريئا فإنك تتعرق وتفقد الماء. أزرو يوفر لك الماء والأملاح المعدنية لإعادة التميؤ لجسمك بصورة فعالة. أزرو مشروب للجهد. أزرو في ثوب الأبطال.
سواء كنت بطل صنفك أو متراهنا جريئا فإنك تتعرق وتفقد الماء. وها أن أزرو يوفر لك الماء والأملاح المعدنية لإعادة التميز لجسمك بصورة فعالة. أزرو مشروب للجهد. أزرو في ثوب الأبطال. سواء كنت بطل صنفك أو متراهنا جريئا فإنك تتعرق وتفقد الماء. وها أن أزرو يوفر لك الماء والأملاح المعدنية لإعادة التميز لجسمك بصورة فعالة. أزرو مشروب للجهد. أزرو في ثوب الأبطال. De retour sur le plateau de Zaïre Rio avec justement ce débat sur les gardiens. On parlait du numéro 1. En fait, ce qui ressort du débat général sur ce plateau, si j'ai bien compris, c'est que celui qui va garder les cages, très certainement, et j'ai les cassettes, je vous les ressortirai au Brésil de toute façon, ce sera Mboli qui, sauf accident, bien sûr, sera numéro 1. Il restera 2 à emmener dans les bagages de Vaïd, puisque d'après Farid, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. Hein. Et il est sourcé, quand il dit quelque chose, je sais qu'il est sourcé, Farid. Alors, il reste donc 2 places. 2 places pour 3 gardiens. Zema, Doha et Cédric. Un des 3 passera à la trappe et n'ira pas au mondial. À votre avis, qui tient la corde dans cette liste? Je pense qu'on est plus ou moins d'accord sur la table, c'est que, sauf pépin physique, Mbolhi et Zemamouche vont être les 2 gardiens. Je pense que le débat aussi, ça va être de savoir qui va être le 3e. Non, parce que Zemamouche, on va prendre les autres joueurs, c'est entre Doha et Cédric, c'est le seul qui a joué des matchs officiels. Hein. Donc c'est le seul qui a l'expérience des matchs officiels. C'est celui qui est là depuis plus longtemps, depuis 2006, il avait déjà été appelé. C'est lui qui compte le plus de sélections. Et bon, bien sûr, il a titularisé pour le match très important contre le Burkina Faso. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Le débat, ce sera sur les 2 autres joueurs, c'est-à-dire entre Doha et Cédric. Je pense que Doha tient la corde, mais c'est pas sûr parce que sur la saison, Cédric a joué plus de matchs. Si Mohamed a joué plus de matchs que Doha. Et Doha a pris beaucoup de buts cette année. L'USMH n'était pas vraiment très bien. Quand on compare, par exemple, Zema, qui, même si l'USMA n'a pas joué de compétition internationale cette année, il a sorti son équipe de beaucoup d'impasses. Il a réussi, notamment, je me souviens d'un 0-0 à Saoura, à Béchar, des stades où on a beaucoup de mal à gagner, où il a arraché des points à lui tout seul avec des arrêts décisifs. En termes de statistiques, on a par exemple Zemamouche, il a joué 22 matchs, il a pris 11 buts, il a surtout passé sur les 22 matchs, 13 matchs sans prendre de buts. Non, il fait une excellente saison. Il fait une très belle saison. Au niveau club, il fait une excellente saison. Cédric, de son côté, avec le CSC, joue sur 2 tableaux. Le championnat, il a également joué la coupe jusqu'au quart, je crois. Oui. Il est toujours en lice en compétition africaine, donc il a beaucoup plus de temps de jeu. Et il est titulaire depuis le début de saison, alors que Doha, lui, avec son club, c'est pas la meilleure des saisons. Ça dépendra des critères de choix. Maintenant, si le critère est... comme l'a dit Nasser, les affinités avec les défenseurs et tout, il prendrait Doha avec le groupe, parce que Doha est ancien dans le groupe. Il a joué le match contre la Bosnie, match amical. Il a joué une mi-temps d'un match, je ne me rappelle pas lequel, mais il a joué Doha par rapport à Si Mohamed qui a joué juste une mi-temps d'un match amical. En fait, vous voulez dire qu'il est plus intégré avec le groupe des Verts? Voilà, il est plus intégré, il est plus ancien. Mais si on tient compte de la saison, des performances au cours de la saison, Si Mohamed a été plus décisif que Doha qui est victime des petits pépins de son club de l'USMH. Donc ça dépend du critère de Vaïd. Vaïd, il a son idée sur comment choisir ses gardiens de but. Et un 3e gardien de but, c'est pas banal, parce qu'il y a toujours la possibilité qu'il y ait une blessure, un pépin, que le numéro 1 saute, donc le 3 devient numéro 2.
Donc il devient important. Alors, je saute le gong, c'est à Nassar Senghar. Je voulais surtout rebondir sur ce que disait Farid. Le problème, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, là on est en mois de mars, c'est qu'aujourd'hui, il y a un ingrédient, on peut dire un des critères, parce qu'il y a beaucoup de critères, crois-moi, beaucoup plus que tu peux l'imaginer. C'est que l'état de forme, à partir d'aujourd'hui, on est en mars, là, aujourd'hui, l'entraîneur des gardiens de but va faire un travail où il va viser, il va mesurer systématiquement à quel niveau est son gardien de but. C'est-à-dire qu'on va partir sur une hypothèse, comme tu as dit, 1, 2, 3, qui peut bouger à tous les moments, à tout moment. Ça veut dire qu'il suffit que Mourahi soit pas bon du tout, qu'il n'est pas bien, donc tu prépares Zemamouche, mais tu ne peux pas le mettre numéro 2 parce qu'il n'est pas bien. Il faut préparer le 3. Tu es dans un jeu aujourd'hui où tu vas mesurer, l'entraîneur de gardien de but va mesurer l'état de forme, voir le travail à mettre en place, ou voir le rassurer le gardien de but, ou voir énumérer les postes des gardiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous cherchez la liste des 23, la liste des 23, elle existe depuis 2 mois. Elle est en place, elle est ficelée. Maintenant, il y a les cas de coup dur. Donc le travail du staff aujourd'hui, c'est d'aller voir les gardiens de but, c'est d'aller voir les joueurs et de faire un travail avec eux pour les préparer pour la Coupe du Monde. En fait, ce que vous voulez dire, Nassar Senghar, c'est que pour l'instant, il y a 3 gardiens dans la tête du sélectionneur et de l'entraîneur des gardiens. Ils le savent. Il y a un 4e réserviste. Un 4e réserviste. Et pour vous, il n'y a pas, pour l'instant, ils sont tous les 3 numéro 1. Ça veut dire qu'on les prépare tous les 3 éventuellement à être le gardien de la Coupe du Monde. On ne peut pas dire tout de suite en mars, toi tu seras le numéro 2, donc le gars il est décompressé. Mais les joueurs le savent. Non, c'est pas par rapport au fait qu'on peut démotiver les gardiens de but. C'est qu'une blessure peut arriver. C'est que. Comme on dit, on va parler d'une chose. En 2010, l'équipe d'Algérie va en Afrique du Sud. Elle commence un match contre la Slovénie où elle fait un très bon match. Où elle doit gagner. Elle doit gagner, elle doit passer. Tu as vu ce que ça a coûté, l'erreur de Chaouchi? Ça nous a coûté le 2e tour. Parce qu'après, tu as vu l'équipe Rocco qui est partie, qui goule, qui ne va pas gauler. Ça crée dans l'équipe, a créé, on va pas dire une bombe, mais a fait exploser le groupe à l'intérieur, qui fait que l'équipe s'est retrouvée avec ces points qui a manqué, qui aurait fait que l'Algérie aurait dû aller au 2e tour. Mais ce problème-là de gardien de but, ça a été pesant, je peux te dire, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont pesé, toute la Coupe du Monde. Parce que si Chaouchi aurait fait ce qu'il avait fait un peu lors du match à Omdurman, eh ben l'Algérie, je pense qu'elle avait largement les moyens de passer sur son dernier match. Et je parle du gardien de but du poste. Et après, pour le changer, Chaouchi, tu te rappelles des problématiques qu'il y a eu derrière? Et c'est parti en feu. Et le groupe est trouvé instable. Et si tu vas en Coupe du Monde, et si tu trouves une instabilité dans ton groupe, eh ben à un moment, ça... On peut enchaîner justement, parce que Nassar Senghar parle de groupe. Il y a une autre problématique, il y a une autre différence avec l'équipe dont vous parlez, celle de 2010. C'est pas le même groupe, c'est pas la même pression. Il n'y a pas la même force à l'intérieur de cette équipe. La vraie force de la sélection, j'ai l'impression, en 2014, c'est pas l'équipe, c'est le coach. Alors qu'en 2009 et en 2010, et si j'ai tort, vous m'arrêtez, messieurs, la force de l'équipe, c'était l'esprit, cette grinta. Quand on rencontre les joueurs de cette époque-là, vous en faisiez partie. Antal également, notre consultant Antal en faisait partie. La force, elle venait, passez-moi l'expression, c'était un slogan de pub, mais c'est pas grave. La force, elle venait de l'intérieur de l'équipe. Donc on ne pouvait pas changer un élément sans risquer de tout casser. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Si tu veux qu'on aille directement dans ce sujet-là, on va y aller. Oui, bien sûr qu'aujourd'hui, l'équipe d'Algérie, elle me semble pas, elle manque pas de charisme. On a l'impression que c'est un jeune enfant ou un jeune adulte qui n'a pas encore éclaté, qui est en pleine crise d'adolescence, qui n'est pas rentré dans le monde des adultes. Pour plein de raisons. C'est-à-dire que la première des raisons, pour moi, c'est que Vaïd met une pression énorme sur les joueurs. Et à l'intérieur, on a des joueurs qui acceptent ça et qui se couvrent. Ils se couvrent du discours de Vaïd. J'écoutais Farid depuis tout à l'heure, il parlait de Vaïd dit des choses. C'est important, mais c'est vrai. Vaïd l'a dit, donc c'est ça. Nous, on aurait aimé, à un moment, quand le coach fait vraiment son travail, c'est que l'équipe éclate. C'est-à-dire que les joueurs sortent. Montrent réellement eux ce qu'ils sont capables de faire. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas. Oui, mais on tombe dans le paradoxe. Non, c'est le match de référence. C'est le match de référence. Si les joueurs ont trop de personnalité, on dit que le coach n'en a pas. Et si le coach a trop de personnalité, on dit que l'équipe n'a pas d'âme. Non, mais c'est un jeu réel. C'est entre les deux. C'est ce jeu-là qu'il faut mettre en place. Et tu l'as vu lors du Mali, on a loupé ce fameux match du Mali. C'est celui-là qui aurait dû être le match référence qui aurait fait sortir certains joueurs ou prendre des responsabilités à des joueurs qui, pour moi, ne l'ont pas pris encore aujourd'hui. Et qui fait qu'on les attend sur ce match de la Belgique ou lors de la Coupe du Monde. Tout ça. Oui, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont jeunes mais qui n'ont pas encore pris ce que j'attends d'eux. Il n'y a pas de patron. On attend beaucoup plus d'eux dans le sens où des hommes qui... Ils ont des qualités énormes. Les termes vont mal être interprétés. Je pense que cette équipe-là, elle est en phase d'adolescence, elle n'a pas éclaté. Pour l'instant, c'est l'entraîneur qui est là, c'est Veil qui pèse dessus. Et aujourd'hui, ce groupe-là est sous été noir. Et il y a une capacité énorme dans ce groupe-là.
On a des joueurs quand même qui jouent à Valence, on a des joueurs qui jouent en Espagne, on a des joueurs qui ont un potentiel technique de très haut niveau. Et on sait, et pour conclure, que quand l'équipe tourne, l'entraîneur s'efface. Ça, c'est la première des situations qu'on voit quand les équipes tournent, l'entraîneur n'existe plus. Et là, pour l'instant, j'ai pas l'impression de voir ça. Farid. Oui, bon, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a l'influence de Vahid Halilhodžić qui est extraordinaire sur cette équipe. Et c'est vrai, quelque part, que l'équipe n'arrive pas à s'exprimer, non pas parce qu'il n'y a pas de potentiel, il y a du talent dans cette équipe. Peut-être que jamais dans l'histoire du football algérien, l'Algérie n'a possédé autant de joueurs qui jouent dans... Non, autant de joueurs qui jouent dans de grands clubs européens. J'ai jamais dit, attends, je ne parle pas de la génération. Il faut laisser finir. Quand il a vu que j'ai fait ça, il a répondu, il a trouvé le mot juste. Jamais je n'insulterai la génération, la meilleure, celle des années 80. Mais jamais on a eu autant de joueurs qui jouent dans de grands clubs et dans de grands championnats. Donc il faut capitaliser cet acquis. Le problème, c'est que voilà, c'est que c'est pas à force d'imposer trop de restrictions tactiques, il faut attention, et plus la discipline. Et l'Algérien, il faut qu'il ait 30% de liberté, de spontanéité, de création. Je vais aller dans ton sens, et franchement, j'étais venu aussi pour ça. Je te dis, il y a quelques jours, j'étais faire un match à Paris, il y avait Moussa Saïb, il y avait Saifi, il y avait Belbey, il y avait Amouni. Et j'étais sur le terrain avec eux. Ce que j'ai vu faire Moussa Saïb et Saifi, à un moment, j'étais voir Rafik, je lui ai dit, tu vois ce que tu fais là, Rafik, il n'y en a plus un en Algérie qui le fait. Sur le plan technique, moi j'ai eu la chance de connaître la génération 2000. Quand tu avais Badji, tu avais Mezouar, tu avais tous les joueurs, partout. En Algérie, tu avais sur le plan technique des joueurs qu'en Europe, tu n'avais pas. Ouais. Aujourd'hui, je regarde le championnat algérien depuis quelques années, j'en ai fait quand même quelques matchs, et je regarde et je ne trouve plus... Alors maintenant, c'est pourquoi les raisons, on va y aller. Un, peut-être la formation à déconne, mais deux, quand on amène des entraîneurs européens et qui viennent avec leur formation, où on t'impose une touche de balle, deux touches de balle, le jeu dans l'intervalle, des choses qui sont à l'européenne. On perd, là aujourd'hui, moi je dis ouvertement, on est en train de ce qui fait notre force et ce qui a fait notre force dans le football algérien, on est en train de le perdre complètement, on est en train de s'identifier, on est dans la mondialisation, on a des joueurs... C'est pour ça que Djabou jouait des bribes de match? C'est parce que le créateur n'a pas sa place? Bien sûr. Je pense que c'est une des raisons, mais je pense qu'il faut revenir à ça. Notre football algérien est là. C'est pas à lui de s'adapter au football européen, c'est à nous d'adapter ce qui se fait en Europe, dans le domaine scientifique, mais la technique, elle est chez nous, elle n'a jamais été ailleurs. Hein. Elle est dans le championnat, elle est en Algérie, elle n'est pas ailleurs. Moi, je suis pour un compromis entre la spontanéité, la créativité et la rigueur. C'est comme un attaquant qui sait dribbler. On lui reproche de trop dribbler. Bien sûr, c'est mal de dribbler de par le ballon. Mais si on dribble 2-3 joueurs pour créer une situation de but, là c'est bien. Et Farid, pour aller dans ton sens, pourquoi aujourd'hui, on va le voir lors de la Coupe du Monde, tu as eu cette révolution en Amérique du Sud. On a imité les Européens et depuis 5-6 ans, ils ont abandonné. Et aujourd'hui, on va arriver le Chili, l'Équateur, des pays d'Amérique qui reviennent avec leur football. Ouais. Le Chili est revenu et beaucoup de joueurs sont pris dans les grands clubs européens. Il faut que nous, vite qu'on s'adapte à ça. Tu verras que si nos joueurs qu'on a ici en Algérie, on relance un peu notre technique, un peu vraiment ce qui était, tu verras qu'en Europe, tu sais, à un moment, le Barça, qui est la référence mondiale, elle peut tourner le ballon comme elle veut. À un moment ou à un autre, il faut que ce soit Iniesta ou Messi qui, sur le plan technique, fasse la diff. Sinon, tu ne l'auras pas. Et donc, nous, ces joueurs-là, on est capable de les former. Et c'est ces joueurs-là qu'il faut former. On en a besoin d'eux. Merci beaucoup. Vous devriez faire de la télé. Merci pour la transition d'Iniesta, Messi, Cristiano, qui dribble beaucoup, mais qui est très efficace. La preuve, il coûte très cher. Del Rio était à Madrid cette semaine. Et à Madrid, il y avait quoi, messieurs? Il y avait El Clasico. El Clasico, ce match qui fait rêver plus d'1 milliard de fans de foot dans le monde. Plus d'1 milliard, oui messieurs. Mohamed Meliani s'est déplacé pour nous, pour vous, à Madrid, pour le Clasico Real Barça. Reportage. Dimanche 23 mars 2014, ce n'est pas un jour comme les autres à Madrid. Ce soir, le temple Bernabéu accueille El Clasico. La veille, c'était une Espagne en colère qui défilait pour protester contre la rigueur. Ce soir, c'est la planète entière qui investit l'espace public avant de remplir la tour de Babel de Santiago, l'ancien président. Il est 19h45 à Paseo de la Castellana, une des plus grandes artères de Madrid. L'ambiance est chaude, électrique, presque moite, malgré le petit vent frais qui souffle sur la ville. Des supporters venus des 4 coins de la planète foot se sont donné rendez-vous pour un pèlerinage d'un nouveau genre,
assister à un classico. La ferveur algérienne n'était pas en reste. Les pèlerins algériens sont comme à chaque fois de la partie. Une dizaine de supporters ont gagné le droit, ou plutôt le privilège, de regarder leurs idoles se disputer la suprématie de la Liga sur la pelouse de Madrid, tels des gladiateurs luttant pour leur survie dans les arènes de Rome sous le regard de l'empereur. نشكر موبيليس على هذه المبادرة وأكوز دو موبيليس حنا جيت برنابيو راه نتفرجوا كلاسيكو. Pendant que les haut-parleurs crachent du Dire Street, les 22 gladiateurs, le remplaçant et le staff entrent sur la pelouse pour l'échauffement. Après les formalités habituelles, l'entrée des joueurs sous les sentiments des flashs et une minute de silence émouvante en l'honneur d'Adolfo Suarez, l'homme de la transition à la démocratie, la balle peut enfin rouler. Et comme souvent, elle roule vers les pieds de Messi qui à 30 mètres débute, adversaire Iniesta sur sa gauche, Carvajal est à la ramasse et permet à l'enfant Lune de gifler Bernabéu. Débute alors un scénario que seul le Classico sait en offrir, une course-poursuite entre Messi et Benzema dans un stade en furie, ponctué par une série de pénaltys qui restera dans l'histoire de ce choc. Le Barça l'emporte et relance la Liga, les chocs sans saveur de l'époque Mourinho-Guardiola, où le Real était notamment plus préoccupé à casser l'adversaire. Cette affiche a tenu en haleine plus de 85 000 supporters de l'antre madrilène ainsi que les millions d'observateurs à travers le monde. Madrid va s'endormir tristement, paisiblement. Demain, la réalité de la crise déchirera une nouvelle fois la nuit madrilène. Mais ici, comme souvent ailleurs, le football guérit les mots et fait rêver ceux qui ont faim d'autre chose que la magie du foot. Venez par là, on va quitter Madrid. Retour sur le plateau de Zaïre Rio. On va également repartir dans quelques instants, rendre visite à un joueur qui rêve de jouer dans l'équipe première, l'équipe A. Est-ce que la porte, d'abord messieurs, je vous la pose, est-ce que la porte est définitivement fermée? Est-ce que, comme l'a dit Nasser Senjar tout à l'heure, les 23, c'est déjà arrêté? Ou est-ce que des joueurs peuvent encore espérer avoir une chance de partir, de prendre le train pour le Brésil? Moi, je pense que la liste est arrêtée dans la tête du coach. Reste juste les questions blessures, méformes, etc. Déjà, il a une liste élargie de 38 éléments. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui n'a pas joué une minute venir en sélection. Il y avait Aoudia qui avait une chance dans cette liste et qui s'est blessé parce qu'il est out pour 4 mois, mais il était out pour 6 mois, maintenant c'est 4 mois. Mais c'est vrai que contrairement à 2010, là c'est verrouillé. En 2010, il y a eu 7 nouveaux joueurs les 2 dernières semaines avant le mondial. Mais là, il y a tellement de talent. Il y a tellement de choix. Déjà, c'est un casse-tête. Et je peux dire quelque chose qui va peut-être vous faire rire, mais je suis certain que Vahid Halilhodžić espère qu'il y ait des blessures les prochaines semaines pour qu'il n'y ait pas l'embarras du choix. Mais souvenez-vous, déjà, en 2010, il y avait une avalanche de blessures avant le début de la Coupe du Monde. Beaucoup de joueurs étaient carbonisés, blessés. Beaucoup de joueurs qui ne jouaient pas forcément beaucoup. Mais là, on va dire, en termes de cadres, les cadres de cette équipe, comme les Ferroli et tout ça, ils sont sur une saison pleine, mais pas forcément. Ils ne jouent pas tous dans des super grands clubs qui jouent la Coupe d'Europe, où ils sont cramés, on va dire, ils arrivent cramés avant la Coupe du Monde. Donc ça sera la gestion du groupe, ça sera à eux de voir comment est-ce qu'ils vont voir l'état de forme des joueurs. Mais je ne pense pas que ce soit totalement fermé. La preuve, Riles, il n'avait pas été appelé pour le dernier match, et il l'a quand même appelé pour remplacement de Ferroli. Mais je pense que depuis, sur ce laps de temps, il a quand même prouvé qu'il avait des chances d'être dans la liste des 23, alors que je ne suis pas sûr qu'il l'avait au début mis. Bon, je parlais que c'était fermé par rapport aux joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés. Là, il va puiser des joueurs qui ont été déjà, qu'il a déjà vus. Je ne pense pas qu'il y aura un joueur qui viendra de l'extérieur. Alors, celui... C'est très important, c'est vraiment le fondamental de la Coupe du Monde, parce que tu parles, Farid, mais ce n'est pas encore aussi simple que ça. En 2010, on a trahi des joueurs. Tu vois, on a trahi des joueurs. Le groupe a été trahi et qui fait qu'on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Normalement, on aurait dû la gagner, cette Coupe d'Afrique. Vous avez dit quoi, pardon? Je suis d'accord avec Nasser là, sur ce coup-là. Les joueurs ont été trahis. À l'intérieur, ça t'est pesé. Tu le sais aussi bien que moi. Il faut le dire parce que c'est celui-là qui change. Vahid, je pense qu'il a l'expérience d'un homme aujourd'hui. Il ne peut pas trahir des joueurs qui l'ont amené aujourd'hui à la Coupe du Monde. Parce que même si lui le porte, les joueurs qui vont rester vont le porter aussi. Ils ne vont pas accepter que des gens rentrent comme ça dans un groupe et qui viennent profiter d'une Coupe du Monde. Parce qu'il faut dire les mots comme ils sont. Je crois qu'à un moment, il faut une légitimité aussi. Et tu as entendu l'entraîneur belge, il a parlé de ça. Il a dit, je ne toucherai pas
à des joueurs qui ont amené la qualification, les éliminatoires à la Parlons de Fellaini. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment, on revient à des critères. Si tu touches à ça, on touche à des équilibres de groupe et des équilibres humains. Il est important, et je pense que va sait faire le boulot. Il a ses 11 titulaires, il a ses 5 remplaçants, et il aura ses 5-6 joueurs qui, normalement, ne vont pas l'embêter. Tu vois, et c'est le deal qu'il va y avoir. Hein. Qui va apporter de l'ambiance dans le groupe. Voilà. Il va faire fonctionner ce groupe parce qu'il le sait aussi bien que moi que ce n'est pas les éliminatoires d'une Coupe du Monde qu'on fait. C'est une Coupe du Monde, c'est une préparation sur un mois. Ce n'est pas les éliminatoires d'un match tous les 2 mois. C'est-à-dire que tu ramènes des joueurs et qui vont vivre ensemble pendant 2 mois et être capables de faire des résultats avec un objectif qu'on annonce et qui est très difficile parce qu'il faut supporter les égos, il faudra supporter les pressions, les résultats qu'il y aura à l'intérieur. Et tu sais que c'est là que le championnat, la Coupe du Monde réussit. En général, les équipes démarrent mal. Et réussi, il y en a d'autres qui ne démarrent jamais. Nous, on est à l'abri de savoir qu'il faut qu'on soit très bon le premier, parce que c'est la Belgique. Donc aujourd'hui, Vaïd, il est dans ce casse-tête-là. Après, faire rentrer des joueurs comme ça avec des critères. S'il a fait les éliminatoires, oui, il va t'accepter. S'il n'accepte pas, et ça, le problème de Ben Taleb est un grand problème, plus que vous pouvez l'imaginer. C'est ce qu'on dit, on mesure sa valeur technique, mais on ne mesure pas sa valeur humaine dans le groupe et de ce qu'il va apporter. Et là, le deal, il va être très important. La question à laquelle nous allons répondre juste après, justement, l'antichambre de l'équipe nationale. Si vous écoutez Abaïd, eh bien, il verrait toutes ses chances s'évaporer en Coupe du Monde. Mais en tout cas, l'espoir est encore ouvert. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui frappe aux portes de la sélection juste après le Mondial. C'est un joueur de Newcastle, prêté à St. Johnstone, je crois, en Écosse, puis reprêté au Panathinaikos, où là, il s'exprime amplement. C'est là où est parti le chercher et le trouver, Rahim Lebour, au pied de l'acropole. C'est l'antichambre de l'équipe nationale, Mehdi Abaïd. Ça va? Ça va et toi? Bien? Okay. Ouais. Alors Mehdi, ça nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi. Comment tu te sens en Grèce? Tout se passe bien pour moi ici. L'équipe, le staff m'a très bien intégré. On est très bien classé cette année, donc ça se passe bien. J'arrive à faire de bonnes choses et donc j'y suis heureux. J'ai beaucoup appris en étant en Angleterre, mais mon objectif premier c'était de jouer. Ouais. J'avais envie de jouer au football, j'avais envie de m'exprimer. Et le Panathinaikos m'a donné cette chance et aujourd'hui je regrette rien parce que ça se passe très bien. Ton choix de jouer avec les Fennecs, est-ce que c'était une décision familiale? Comme j'ai dit, ça a été le choix du cœur. Surtout pour mon grand-père qui est un grand supporter de l'Algérie. Et donc j'ai fait ça vraiment pour ma famille et pour aussi l'Algérie et pour tout le peuple algérien j'ai vu la ferveur qu'il y a en Algérie et ça m'a donné tout de suite les frissons comme on dit. Alors, l'Algérie est qualifiée pour le mondial. Comment toi t'as vécu ce match contre le Burkina Faso? Malheureusement, je n'ai pas le câble algérien ici, donc j'ai dû le regarder à travers internet. J'étais comme un petit fou, comme un petit enfant chez moi. Je réalisais même pas que c'était fait, quoi. J'ai été super content et super fier pour toute l'équipe et pour tout le peuple algérien. Aujourd'hui c'est une équipe, mais c'est aussi un peuple qui est heureux et qui espère faire de bonnes choses à la Coupe du Monde. Donc j'espère que tout se passera bien pour tout un pays, pour tout un peuple et pour toute une équipe à la Coupe du Monde. Alors, est-ce que tu penses que toi, tu peux participer au Mondial 2014 avec l'équipe nationale? Oui, bien sûr que j'y crois. C'est un de mes objectifs. J'avais un objectif, c'était de m'imposer avec le Panathinaikos. Aujourd'hui, c'est quasiment chose faite, même s'il faut que je continue à travailler. J'ai encore beaucoup de choses à prouver. On fait une super saison. J'ai vu que tu as pas mal marqué, tu as marqué au moins 5-6 buts, je pense. Oui, j'ai réussi à marquer 6 buts cette saison et puis à faire marquer. Donc aujourd'hui, c'est une très bonne saison pour moi. Ça se passe très bien, pour l'équipe aussi. Je suis dans un très bon collectif. On arrive à montrer de bonnes choses, à faire de bonnes choses. Dans un super club aussi, un très grand club qui est le Panathinaikos.
avec des super fans, des gens qui nous supportent chaque week-end. Et non, aujourd'hui, c'est que du positif pour moi et j'espère continuer sur cette lancée, à prouver. Et comme je l'ai dit, je suis à la disposition de l'équipe nationale, bien sûr. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. If finding somebody real is your fucking problem, bring your girls to the crib, maybe we can solve. Hold up, bitches in my dime, taking hella long, bitch, give it to me now. Make that thing pop like it's in me over 9. Ooh, baby, like it raw with the shimmy, shimmy, yeah, huh? ASAP, get like me. Never met a motherfucker fresh like me. All these motherfuckers wanna dress like me, but the chrome to you don't make. Bien sûr qu'on a toutes nos chances de faire de grandes choses durant son mondial. Maintenant, à nous d'être concentrés et de donner le meilleur de nous-mêmes pour le peuple algérien et pour tout un peuple qui nous suit. Quel est l'exemple pour toi à suivre en équipe nationale? Je pense à Majid Bouguera. Il a toujours été là dans les grands rendez-vous, il a toujours été sérieux, impliqué. Il a fait de grandes choses avec l'équipe nationale, donc pourquoi pas avoir le même chemin. Et je sais aussi que sur le plan humain, c'est un super gars, qu'il a créé une fondation pour aider le peuple algérien. J'aimerais moi aussi dans un futur proche suivre le même chemin et m'investir footballistiquement mais aussi humainement dans le pays. Voilà, vous l'avez entendu, Madi Abeid, et surtout vous avez entendu avant Nasser Sanjar, une équipe qui va au mondial, ça fait rêver, bien sûr, même si les places sont chères, pour ne pas dire sont déjà prises, mais en tout cas, ça permet l'émulation et la compétition. Le mois de mai et la fin du mois de mai et le début juin sont encore loin. Vaïd et les joueurs ne sont pas à l'abri de surprises, donc ça permet, messieurs, tous les espoirs pour un joueur comme Madi Abeid, par exemple. Bien sûr, déjà il joue au Panathinaikos, c'est pas un petit club. Au niveau de la pression, je pense qu'il peut s'adapter à l'équipe nationale. Avec l'Olympiakos, je pense que c'est les clubs qui animent le championnat en Grèce. Oui. Exactement, mais c'est vrai que là, son poste de milieu de terrain à 23 ans, ça peut être juste pour la Coupe du Monde, voire impossible pour 2-3 mois. Clairement, on peut dire que il n'y a aucune chance d'aller à la Coupe du Monde. C'est non. Même en cas de blessure, je pense. Même en cas de blessure. Surtout qu'en milieu de terrain, je pense que c'est là où Vaïd est le plus pourvu, chargé, avec l'arrivée en plus de Ben Taleb dont vous venez de parler. C'est full. Le sélectionneur avait peut-être, s'il avait eu un joker, il a épuisé en ramenant Ben Taleb, qui joue presque au même poste, même si Ben Taleb à la base est un milieu offensif, mais à Tottenham, il joue comme milieu défensif. Mais c'est vrai, comme l'a dit Nasser, c'est difficile d'intégrer de nouveaux joueurs. Maintenant, ça serait mal accepté. Je vous donne un exemple. Ishaq Boulfoudel. Pourquoi, quand il est venu en sélection, il est resté remplaçant? Moi, je pense que c'est un choix délibéré du coach. Pourquoi? Ça, je suis d'accord avec vous. Oui, pour préserver un joueur de l'Inter de Milan 7 minutes, puis 2 minutes et demie, c'est qu'on n'a pas envie de le faire jouer. Voilà, c'est par rapport à l'esprit de groupe. C'est pour dire, toi, Belfodil, qui n'a pas joué toutes les qualifications du mondial, alors qu'il y a des gens qui sont partis en Afrique qui ont trimé, eh bien, tu es remplaçant. D'accord, et vous répondez quoi pour Ben Taleb qui fait presque 90 minutes? Mais Ben Taleb, c'est toujours l'exception qui confirme la règle. Il y a toujours des exceptions dans chaque situation. C'est un joueur qui joue à Tottenham. Et il est titulaire à Tottenham. Il a joué contre Manchester, contre Arsenal, il a joué en Europa League. Quand même, on ne va pas cracher sur un talent pareil. Justement, Faïd, pour revenir à Belfodil, par exemple, est-ce qu'on n'est pas dans un cas d'un joueur imposé? Est-ce qu'il n'a pas été imposé peut-être qu'il a été imposé. Par qui? Peut-être qu'on l'a imposé. Non, vous voulez dire par le président de la fédération. Par lui, par quelqu'un d'autre. Qui a déclaré il y a quelques jours sur une autre chaîne concurrente, le patron c'est Vaïd, je ne lui impose rien, c'est lui qui décide qui joue et qui ne jouera pas. C'est vrai. Non, ça, c'est une déclaration. Sur ça, c'est vrai. Pour ça, c'est vrai. Vaïd ne se fait pas dicter ses choix. Là, c'est une vérité établie que tout le monde connaît. La preuve, il y a eu même des frictions avec le président de la fédération sur des choix de joueurs. Mais Vaïd ne se laisse rien imposer. Mais pour Ben Taleb, je pense... Attends, mais Farid, il y a des choses quand même à dire. Tu ne peux pas confondre déjà un joueur comme Ben Taleb qui est milieu de terrain et l'Algérie est
fournit beaucoup de milieux de terrain défensifs ou relayeurs, où tu as des postes d'attaquants qui est très rare. Un garçon comme Belfodil, quand tu citais des clubs de Tottenham, Belfodil joue en championnat d'Italie, je pense qu'il est un petit peu plus costaud que le championnat d'Angleterre, surtout au poste d'attaquant. À partir du moment à partir du moment où on va faire la carrière de Belfodil, à partir du moment où, avant qu'il soit sélectionnable, il faisait une carrière, un championnat, on va dire, plus qu'honnête. Du jour au moment où il a décidé de venir en Algérie, tout a basculé chez lui. Pour des raisons qui sont secrètes, qu'on ne va pas dévoiler tout ça ici aujourd'hui. Non, mais on ne parle pas d'un joueur qui vient en sélection et subitement il ne joue plus, il est puni. Voilà, un garçon comme Belfodil, qui est un super joueur, attaquant, racé, qui marque des buts. On en cherche des garçons comme ça. On a Slimani qui arrive un petit peu, il débute là. Au début, tu as une couverture comme ça, tu as déjà quelque chose qu'on n'avait jamais eu en Algérie depuis des années, pourvu de numéro 9, d'attaquants qui peuvent marquer des buts. Le retirer comme on le retire aujourd'hui, il y a des raisons autres que le football là. Oui, parce que on va le dire. Quelles sont les raisons? La raison, c'est que Ali Lozic, lors de la présentation de la conférence de presse avant le match contre la Libye, avait dans un data show, je m'en rappelle, la salle de presse du stade Chaker, présentation des convoqués sur un data show, il y avait Ishaq Belfodil. C'était la surprise pour tout le monde. Même nous, journalistes, on n'avait pas eu écho de la convocation de Belfodil. Et après, Belfodil ne vient pas. Il est resté une année avant de décider de venir. Vaïd n'accepte pas. Belfodil a ses raisons pour ne pas venir. Sûrement, il a trouvé un deal, il a voulu s'imposer à part. Il y a les intérêts nationaux, il y a un pays. C'est pas l'humeur d'entraîneur qui va retirer un attaquant du talent de ce garçon-là. Il y a autre chose. Je dis ça, c'est une version officielle. Tu dis. Non, moi, je ne connais pas la version officieuse. Donc, si tu veux pas l'officiel. Donc, la version officielle de la chicha pour Boudbous, pour vous, c'est pas valable non plus. Mais attends, ce sont des joueurs qui. Attends, on va parler de ces joueurs-là. C'est des garçons qui touchent des millions d'euros. Ces garçons qui sont très riches. Ces garçons qui ont un fonctionnement difficile. Hein, ces petits garçons de banlieue, comme on dit soi-disant, et des guillemets. Et ils ont des écarts que tout le monde a eu. On pourrait parler en France, des écarts de conduite qu'il y a eu. On peut parler au Cameroun, des joueurs qui ont des écarts. On en a eu chez nous. Pourquoi à d'autres on a accepté les excuses et à d'autres on n'a pas accepté les excuses? Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau sportif, c'est un garçon qui doit et la vie privée, bien sûr. On en a eu des exemples, il y a des joueurs que j'ai connus. Je pense que Ronaldinho au niveau privé, aux vies privées, c'était pas un exemple. C'est pas le pape. Mais sur le terrain, c'était l'un des meilleurs joueurs au monde. Donc je pense qu'il ne faut pas faire ce mélange entre vie privée et la vie publique qu'il a, et au niveau de travail, au niveau football. Riyad Boudebou, je pense que c'est un très grand joueur. Après, faut pas qu'on mélange cette vie. Est-ce qu'on a ce genre de profil? Est-ce qu'on a ce talent actuellement? Est-ce qu'on peut se passer? En tout cas, dans l'escarcelle. Mais c'est l'argument de Vaïd. Bon, peut-être qu'il est en train de sanctionner Riyad Boudebouz, mais il sort un argument, il dit j'ai Veroli, j'ai Djabou, j'ai Qadir, j'ai Ibrahimi, et tout et tout. Voilà. Il peut cacher ça. Voilà. Mais pour Belfodil, c'est flagrant. C'est trop flagrant pour que ça ne m'apparaisse. C'est une sanction. Peut-être elle est cachée, et peut-être même pour le ramener et le laisser sur le banc, c'est une sanction peut-être plus humiliante que le fait de ne pas le convoquer du tout. Là, je ne suis pas en train de dire que Belfodil ne mérite pas sa place. J'essaie de disséquer le fonctionnement de l'entraîneur. C'est une manière de dire au groupe, oui, ça ne veut pas dire qu'il vient de l'Inter, que forcément il sera titulaire. En plus, alors, ce qui a encore compliqué le cas de Belfodil, c'est qu'après, il était mis sur le banc, il n'a pas joué. Il y a quand même quelque chose qui, derrière cette Coupe du Monde, il y a un objectif qu'on a sorti. C'est la Coupe d'Afrique en 2015, elle la gagner au Maroc, qui me semble un bel objectif. Cette équipe-là, avec une expérience en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde, d'aller la gagner. Et on peut l'afficher. Parce qu'ici, on cache toujours les choses. Voilà. On peut se dire. À votre avis, est-ce que c'est plus difficile d'afficher une victoire en Cannes 2015 que d'afficher un hypothétique deuxième tour en Coupe du Monde? L'un va avec l'autre. C'est un sous-objectif. C'est un sous-objectif. Sur chaque étape. Là, l'objectif, c'est la Coupe du Monde. Et de passer, rester sur la continuité de 2010 et enchaîner sur un 2014 avec un effectif de qualité pour essayer de passer ce deuxième tour, qui est très important. Mais avec l'objectif surtout que tu dois donner aux joueurs, c'est d'aller chercher le deuxième tour. Il se passe ou pas, mais derrière le vrai objectif, c'est d'annoncer aux joueurs, on va aller chercher cette Coupe d'Afrique. C'est le discours de la Russie qui dit, je joue cette Coupe du Monde pour préparer mon équipe au mondial russe. Exactement, mais pour bien préparer cette Coupe d'Afrique, forcément, il faudra faire une bonne Coupe du Monde. Parce que sinon, tu te retrouves dans une pression pas possible à jouer dos mur à gagner la Coupe d'Afrique. Si tu ne mets pas Belfodil dans le groupe et que tu décides de le reprendre après la Coupe du Monde, quand lui, il n'aura pas tout à fait. Psychologiquement, il prend un coup. Il aura loupé la Coupe du Monde, il va revenir dans le groupe. Ah, t'as une grande cassure là. La trame. Le choix, il est sur 2015. La trame du différent entre Rawawa et Ali Lozic,
sur la question du renouvellement, du prolongement du contrat, c'est la CAN 2015. Parce que Ali Louji se focalise sur le mondial. C'était son obsession d'être dans un mondial, de disputer un mondial. Mais Raourawa, il sait que l'objectif le plus plausible, c'est de gagner la Coupe d'Afrique en 2015. Déjà, il faut s'y qualifier. Parce que le Maroc, quand même, compte tenu de la spécificité des relations entre l'Algérie et le Maroc, il faut être au Maroc. Donc il faut se qualifier. Les qualifications, c'est juste après la Coupe du Monde. C'est dans la continuité. Sans match amical. On peut même pas se permettre de changer de coach, Farid. Parce que ce serait déjà une cassure. C'est pour ça que Raourawa tient à ce que Alioujic prolonge son contrat. Lui, il essaye d'atteindre un objectif plausible. C'est la Coupe d'Afrique. Alioujic, il voit la Coupe du Monde. Donc, à un moment, j'ai dit, est-ce qu'on est dans un monde réel ou on est dans le surréel? Alioujic, c'est un entraîneur de haut niveau qui est au chômage, qui n'avait pas de club, qui a été viré et qui réussit. Il a des opportunités énormes. Il va les enlever. Au nom de quoi? De l'objectif coupe. Il n'en a rien à faire, lui. C'est pas son souci, lui. Il aurait pu, et on le sait aussi bien que moi, après le match de Burkina Faso, il pouvait partir, il avait des propositions. Il ne l'a pas fait pour des raisons, ou peut-être qu'il n'a pas voulu l'annoncer, mais il fait la Coupe du Monde. Mais il sait derrière que cet objectif Coupe d'Afrique ne l'intéresse pas, sinon il l'annonce là depuis longtemps. Il a eu d'énormes contrats. Voilà. S'il n'y avait pas cette Coupe du Monde dont il rêve depuis des années, il se dit ou je la joue maintenant, ou peut-être que je ne la jouerai plus jamais. Donc je prends, passez-moi l'expression, l'oseille qu'il y a, et je vais en Coupe du Monde, mais après, sa tête, elle est ailleurs. Il ne fera jamais la CAN. Oui, enfin, moi je c'est le choix personnel de l'individu. Après, c'est le président de la fédération de reste focalisé sur les choses nationales. C'est-à-dire que si son entraîneur, il a deux choix, où il décide, il se sépare de son entraîneur, comme il y a eu le clash, il met un entraîneur qui va aller jusqu'en 2015, ok? On est dans le truc. Ou s'il décide de dire, voilà, il a un contrat avec l'entraîneur qui va jusqu'en juillet, il a une Coupe du Monde, il la respecte. Il met un entraîneur derrière, qui, j'espère qu'il l'a nommé déjà, et qui travaille derrière. Oui, mais c'était risqué. Certains disent même qu'il y a déjà un nom sur les tablettes. Oui, non, mais et qu'il va superviser de loin, et qu'il ira au Brésil. Ça, c'est vrai. Il est prévoyant, il a dû préparer tout ça. C'est la vie du football. Ça a toujours été comme ça, que ce soit en club ou en sélection. Si t'as aucun sélectionneur qui dure 20 ans, t'as aucun. Il a même donné sur ZTV lors du forum du forum de Zayed, le président Alaoula avait dit, avait donné l'exemple de Guardiola au Bayern qui a été nommé, je crois, presque une demi-saison 6 mois avant. Au mois de novembre. Pour qu'il puisse travailler, connaître les rouages du club. L'entraîneur du Bayern partait il a arrêté sa carrière. Non, c'est après qu'il a annoncé l'arrêt de sa carrière. Non, il était en fin de contrat. Il était en fin de contrat. C'était annoncé. Non, il a pas repris. Non, là, il a pas repris. On peut revoir les artistes. Il reprend plus. Oui, mais il a annoncé. Messieurs, je suis obligé de vous couper le sifflet parce que le sifflet, c'est moi qui l'ai. Vous n'allez pas continuer de parler, mais nous, on va parler de vous, Nasser Sanjak, dans ce sujet signé Hawali Bessol. Il y a Yazid Sanjak, attaquant du PSG et ancien international algérien durant les années 80, et aussi Nasser Sanjak, ancien sélectionneur des Verts, entre 1999 et 2000. Nasser a vu le jour le 28 septembre 1960 à Paris, dans une famille modeste, et qui respire le football, et ce n'est pas par hasard que les frères Sanjak et à leur tête Jamel ont réussi le pari de faire accéder en 1980 l'Olympique Noisy-le-Sec. Le club signe 4 promotions consécutives de 1981 à 1984, ce qui lui permettra de quitter l'échelon départemental. Au niveau régional, l'Olympique connaît 3 promotions en 5 saisons. En 1989, le club est promu dans le championnat national en division 4, puis 3 ans plus tard en division 3, où il se maintient jusqu'en 2002. Une accession fulgurante grâce à 2 architectes, Rachid et Nasser Sanjak. Mais le plus beau est à venir pour Nasser, puisqu'en 2000, l'Algérie, dans un contexte difficile, lui offre la barre technique de la sélection nationale en vue de la participation des Fennecs à la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule pour la première fois de son histoire dans 2 pays, Ghana et Nigeria. Le duo Nasser Sanjak et Abdelghani Djadaoui monte un 11 national en 90 jours avec quelques cadres de l'époque, Saïb, Tasfawet, Ziri et Messabeh. Une équipe qui a fait sensation en donnant de la sueur froide en quart de finale au Grand Cameroun de Samuel Eto'o et ses stars, en s'inclinant par la petite marge de but à 1. Des regrets certes, car ce jour-là, il y avait de la place pour battre les Lions indomptables et aller au dernier carré. Après cette rencontre, les supporters des Verts et les spécialistes du football algérien ont salué la performance des joueurs et aussi celle du sélectionneur Nasser Sanjak, ce qui lui vaut juste après une place d'entraîneur dans l'un des plus grands clubs algériens, la JS Kabylie. Poussé dans son élan, il remporta avec les Canaries la Coupe de la CAF en 2000
et offre ainsi à la JSK son premier trophée continental dans cette compétition. Une consécration que les supporters kabyle n'ont pas oubliée et le lui rendent bien. Car en novembre 2012, le club phare de Djurdjura traverse une crise sans précédent, 13e au classement général. Sous la pression populaire, le président Mohamed Hannachi fait appel à Nasser Sanjak à la rescousse. Accueilli en héros, Nasser prend les rênes et redresse une équipe qui jouait la relégation pour la propulser à une honorable 7e place avant son limogeage à 4 journées de la fin du championnat. Nasser Sanjak quitte alors son club du cœur très déçu après un différend avec le président de la JS Kabylie. Pas étonnant cet énième limogeage puisque Nasser était le 39e entraîneur remercié au 18 avril lors de cette saison 2012-2013. Nasser Sanjak retourne ainsi dans son club de toujours, Noisy-le-Sec, en compagnie d'un ancien international et héros de l'épopée de Omdurman Slimane Rahou pour se consacrer à sa passion, entraîner l'équipe première et former les jeunes joueurs issus de l'immigration à devenir de grands champions. Voilà, quand on est un coach, on peut entraîner au très haut niveau et revenir à la formation. Le foot, c'est votre passion, c'est votre vie. Bon, c'est deux périodes extraordinaires que j'ai vécues. Ouais, il est bien ce reportage. Franchement, c'est la première fois que je vois un reportage aussi pointu et vraiment où il n'y a pas d'erreur. Signé Hawali Bessor. Ah, il est magnifique. Franchement, je vais lui tirer mon chapeau et ça fait plaisir quand les choses sont dites vraiment. C'est vrai qu'on ne va pas revenir sur la GSK, si ce n'est que c'est pas grave. C'est vrai que l'expérience que j'ai menée moi en Algérie, c'est mon discours que je tiens aujourd'hui, tu vois. J'ai eu des grands joueurs en 2000. On va parler des Moussouni, des Nazef, des Driouj, j'ai vu des grands joueurs en Algérie. Je peux te prendre, j'ai vu des très grands joueurs. Et des joueurs du cru. Hein. Du cru, d'ici. Quand j'ai pris l'équipe nationale, j'ai pris plus de la moitié. Je me suis même pris la tête avec des pros que j'ai retiré, le cas Archèche, que j'ai retiré pour des garçons comme Moulay Hadou, comme on avait des joueurs que je ne retrouve plus. C'est-à-dire que deux fois je suis revenu en 2003-2012, je ne retrouve plus ces joueurs-là. Je pensais retrouver encore cette niaque, cette foi, cette envie. Je ne les retrouve plus dans ce football qu'on a en Algérie. C'est peut-être l'argent qui est un peu corrompu. Parce qu'à l'époque, jusqu'en 2000, les joueurs en Algérie ne gagnaient pas beaucoup et avaient plus de talent. Mais je ne sais pas si c'est votre avis, Farid. Oui, j'ai toujours dit non. Il y avait parce qu'il y avait une qualité de formation. Maintenant, on ne forme plus. Moi, je répète toujours cet exemple. Dans les années 80, on entendait parler d'un Medden qui arrivait, il avait 16 ans. On entendait parler d'un Boukar à 17 ans, on entendait parler, il y avait un joueur à l'Azmi, il s'appelle Boukar. Il y avait un joueur à Al-Harash, il avait 17 ans, il était titulaire, Lounissi. Et bien maintenant, on découvre les joueurs en senior. Il n'y a plus de classe intermédiaire. C'est comme un cursus scolaire. Il faut les cycle primaire, cycle secondaire, après en lycée, après l'université. Là, c'est directement l'université et mal formé. Il y a un truc qui m'a étonné récemment, la sélection espoir, les espoirs algériens. La DTN est en train de faire de la détection. Il y aura un joueur de 21 ans, ils sont en train de prendre 80 joueurs, 40 joueurs, pour faire de la détection de joueurs à 21 ans. Alors qu'à 21 ans, on est sélectionné. Mais je sais pas, il y a quelque chose que je veux essayer de faire passer. C'est ce que j'ai ressenti avec ces garçons-là. C'est que moi, je les connaissais pas au départ. Et j'étais hyper surpris de voir des garçons plus que pros. Cette Coupe d'Afrique que personne ne veut parler, si ce n'est que nous, on était au Brésil, on était un mois. J'ai vécu des moments extraordinaires avec ces garçons-là, et j'ai vu des garçons qui avaient envie d'apprendre. Tu vois ce que ça veut dire, le mot apprendre? Ça veut dire qu'ils ont travaillé comme... ils n'avaient pas trop l'habitude en ce temps-là, mais avec des garçons de foi et de cœur, et qui vraiment se battaient pour l'équipe nationale. Tu sais, dans les conditions où on était là-bas, on n'avait pas les avions et ceci. Hein. Il fallait voir les terrains où on était, dans quelles conditions on vivait, il faut voir les maillots qu'on avait. Tu te rappelles, Farid, tu te souviens bien, des anecdotes énormes. Mais il y avait l'amour de porter ce maillot. Quand il y avait le drapeau, je peux te dire, j'ai vu des garçons debout. Ah, je me dis, t'arrives rien. Et si l'histoire du Cameroun, on va dévoiler des choses. Je pense qu'à cette période-là, si on avait eu une petite aide, je crois qu'on aurait pris le Cameroun sans problème. Mais ça a intéressé tout le monde qu'on puisse rentrer. Il fallait rentrer à la Dernier mot à Momo Benamou, et je suis obligé de terminer l'émission parce qu'il reste plus de temps. On parle de Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique, et c'est vrai que pour la continuité, ce qui est important, c'est la formation. Et on a la chance, et c'est vrai que Nasser est devant moi, d'avoir un entraîneur qui déjà aime son pays, qui a une grande formation, qui a l'expérience, qui connaît bien. On a besoin de personnes comme Nasser Sanjak pour apporter un plus au football algérien, à l'équipe nationale. Donc c'est vrai que c'est important, c'est vrai qu'on le connaît en Algérie, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'en France, il est très reconnu et très respecté
par rapport au travail qu'il fait, notamment avec Noisy Sec, au soutien qu'il peut faire notamment aux jeunes et à la formation au niveau français et au niveau algérien. Voilà pourquoi c'est un honneur pour nous que vous soyez là ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci, mais c'est un honneur aussi pour moi de parler aussi librement dans ton émission et franchement qui est de très bonne qualité. Beaucoup d'émotions. Avec Farid, bien sûr. Beaucoup d'émotions. Et moi je dis juste une chose aux jeunes d'aujourd'hui, comme à ces jeunes-là qui sont ici dans le public. Qui jouent au foot, hein, et qui jouent au foot, je leur dis, revoyez, si vous en trouvez des cassettes des années 70, des années 80, vous découvrirez des joueurs qui jouaient, et je sais que je vais me faire taper sur ça, qui jouaient comme jouait le Barça maintenant. Toute proportion gardée. Pas du tout. Je le dis et je assume ce que je dis. On va rester sur ça. Farid Mehdi, merci d'avoir été avec nous. Merci Mohamed Benhamou, notre nouveau consultant Zaïd Rio qui va nous accompagner jusqu'au mondial et même au-delà. Peut-être. Merci Nasser Bouich. Nasser Sanjar, qu'est-ce que j'ai avec Nasser Bouich? Il me hante ce soir, Nasser Bouich. Il me hante ce soir. Merci Nasser Sanjar d'avoir été avec nous. Merci à tous. Merci à vous d'avoir veillé tard avec nous pour Zaïd Rio. Prochain vol dans une quinzaine de jours, toujours sur Zaïd TV, avec bien sûr plein de reportages un peu partout. On va retrouver nos joueurs qui se préparent et bien sûr on va les accompagner jusqu'à cette date fatidique du 17 juin. Oui, le 17 juin, c'est le début du mondial pour l'Algérie. Premier match face à la Belgique. Merci de votre fidélité. Bonsoir. De la noche, con mi guitarra estoy frente a tu ventana, con el temor que me hagas algún reproche, pero esperando que aunque sea de desgracia, que yo me voy a soñar a ese mundo que inventar me tocó, a donde imaginariamente los dos tenemos amores, donde te puedo besar esos labios que solo inspiran pasión. Aquí es solo donde tu corazón suspira por este hombre. Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí, como quisiera que me puedas amar y que yo sea lo único para ti. Como quisiera que me puedas amar y que yo sea lo único para ti. Oscar Cantillo, qué linda guitarra. Adriana Yacín Guerrero y Camilo Andrés Araujo. Como quisiera reflejar en tus ojos el sentimiento que me quema por dentro. Como quisiera yo no sentirme solo y que sea tú la dueña de mis momentos. Ahora me voy pero sin una esperanza, pero mañana llegará el nuevo día. Si yo no soy el que te prende las ansias, entonces no haga que aumenten mis heridas. Que yo me voy a soñar a ese mundo que inventar me tocó, a donde imaginariamente los dos tenemos amores, donde te puedo besar esos labios que solo inspiran pasión. Aquí es solo donde tu corazón suspira por este hombre. Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí, que me puedas amar y que yo sea lo único para ti. Que me puedas amar y que yo sea lo único para ti. Ay, como que
Yes.